pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, alors aujourd'hui je suis très content, je suis avec Aurélien Duhart. Vraiment merci infiniment d'avoir accepté de me rencontrer. Et écoute, voilà, l'objectif aujourd'hui c'est d'échanger un petit peu sur ta carrière, que tu nous racontes un peu tout ça, les expériences qui t'ont marqué. Et donc je commence par une première question traditionnelle, c'est à quel moment tu as commencé les sports de combat? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au sport de combat? Merci Antoine, un grand merci à toi de me donner la parole et merci à vous de suivre, de regarder, de faire autre chose que de prendre des coups, de vous entraîner, d'être dans le dur. C'est sympa aussi de voir nos disciplines sous un autre angle. Et ce qui m'a poussé, comme beaucoup de jeunes garçons, c'est l'envie de grandir, l'envie de devenir un homme. J'étais un petit garçon fragile, avec une entrée dans la vie un peu compliquée, beaucoup de déménagements, l'absence du père, on est nombreux à avoir connu ça. Et manquant de modèle masculin, vers 13 ans, par là, quand on a marre d'être une victime et que les beaux jours arrivent et que tu vois les petites jupettes et tes copines qui étaient des amis avant et qui tu joues au Lego et tu commences à les regarder différemment. Puis les premiers émois, ce cocktail qu'on nie dans nos civilisations, le désir, l'envie de plaire, l'envie d'exister, et tout ça… L'adolescence quoi. Ouais, un petit peu avant les prises, parce que moi c'était un petit peu tard, vers 13 ans, où est-ce que tu peux développer tout ça? Au sport. Et puis notamment dans les salles d'arts martiaux, au théâtre, un peu la comédie. Moi à mon époque c'était beaucoup ça, il y avait karaté, judo principalement. Il y avait aussi quelques box, mais c'était mal vu. Les box ça faisait un petit peu, on va se casser le nez, sport de voyous. On ne voyait pas le côté martial, quoi. C'était vraiment… la bagarre. La bagarre. Et donc là c'est ce qui m'a poussé à commencer le sport. Parce que moi je voulais faire de la batterie en vérité. Parce que j'avais un corps trop fragile, j'avais eu une quinzaine de fractures avant l'âge de 13 ans. J'avais un souffle au cœur, donc j'étais la victime parfaite interdite de sport. C'est incroyable ça. Donc c'est une fragilité, 15 fractures, c'est une fragilité extrême au début et ensuite tu t'es dit, comment tu vas à l'encontre de ça? Tu te dis maintenant je vais faire quand même du sport de combat, je veux tenter quelque chose. Je crois que quand t'es petit, tu vas pas à l'encontre, tu vis les choses, tu vois. Moi tu te poses pas de questions. J'avais un regard sur moi où les gens me regardaient comme quelqu'un de fragile, entre le foyer, la DAS, la famille, mon corps chétif. Quand t'es petit, tu te construis en fonction des regards qu'il y a autour de toi. Si t'as entendu « t'es un champion, c'est génial, on t'aime, t'as le droit de te tromper, vas-y, éclate-toi ». Si on avait entendu ça, on aurait développé plutôt des personnalités confiantes. Il y en a quelques-uns. Et même souvent ceux qui ont développé ces personnalités confiantes, c'était pas par amour. C'était par désobéissance, c'était par rébellion. « je suis pas capable, vous allez voir ». Tu sais, on a tous fait un peu ça. Et donc c'était vraiment l'idée d'être avec les copains, de se transcender, de sortir du jupon de sa mère et d'aller un peu transpirer, avoir mal et puis dire « je fais ». Je fais du karaté. Je faisais karaté, tennis de table. À Villejuif, à quelques kilomètres d'ici, chez maître Omi Naoki, qui enseigne encore une vieille méthode de karaté, du Shukokai, et que je salue, qui est lui qui m'a initié. Et le tennis de table en même temps, de nos côtés très asiatique, tu vois. Ok, et donc karaté à 13 ans, tu commences des combats en karaté ou d'abord c'est de la pratique vraiment juste… Pratique loisir, on est en 83, il n'y a qu'une seule compète par an, c'est la Coupe de France, tu vois. C'est du karaté fédéral, donc on fait 2 entraînements par semaine. Je commence avec les enfants et puis après je passe au cours adulte à la ceinture marron que j'ai raté, mais j'en fais comme ça. C'est histoire de… c'est tout quoi. Aucune compète. Pur plaisir quoi. Voilà, je ne veux même pas voir les compètes, il n'y en a pas à la télé. Voilà, c'était vraiment l'idée d'être en groupe avec des hommes, d'avoir le kimono, tu sais, le rituel, le truc. Et puis voilà, après d'arriver à la cité, de montrer un petit kata de temps en temps, de monter mon grand écart quand les autres montent leur reprise de volet, de montrer mon mawashi quand les autres montrent qu'ils savent faire des roues arrière. Il fallait que j'ai quelque chose à montrer quoi. Donc c'est pour ça. Ok, et donc combien de temps de pratique de karaté? Alors karaté de 13 à 17 ans, donc 2 fois par semaine, en même temps que le tennis de table, 2 fois par semaine aussi. Donc ceinture blanche et jaune, orange la première année, verte, bleue la deuxième année. Et ensuite je rate ma ceinture marron la première fois, à 17 ans je crois, et je la repasse après, je l'obtiens. Donc de 13 à 17 ans le karaté. Et qu'est-ce qui fait que tu passes à autre chose du coup, ou que tu arrêtes? Je crois que c'était pas vraiment pour moi. Et je sentais que le karaté c'était confiné, j'avais besoin de ce cadre, de cette rigidité, de cette discipline. Et j'étais un peu foufou, j'arrivais vers 17 ans, je m'étais vachement brimé, retenu, j'étais le petit enfant adapté, gentil, poli. J'avais besoin d'exploser.
Et à Guy Boniface, à Villejuif, à ce gymnase fantastique où j'ai vécu tellement de choses, au premier étage, il y avait la salle de karaté. Et il y avait une grille d'aération, tu sais, qui donnait sur le gymnase où il y avait le basket. Et quand on attendait notre tour au karaté pour les combats et tout ça, et ben moi je regardais le basket. Et bam, je voyais les dribbles. Ça commençait à parler de Magic Johnson à l'époque, pas Michael Jordan encore, hein, 86, 87. Je commençais à voir un peu les playgrounds. Bah, j'avais envie de ce truc, quoi. J'avais envie du ballon. Et un peu par hasard, je me mets au playground, et je commence à jouer au basket et j'adore ça. D'accord, donc. Et je sens une liberté, je sens que voilà, le fragile que j'étais avant, la régularité du tennis de table, j'ai aussi éclaté mes potes à la cité, ça m'a donné confiance. Le karaté m'a donné confiance, mais c'est pas ça que je voulais faire. Tout ça, c'était pour le basket. D'accord, ok. Et donc là, je commence à prendre le ballon, arriver à toucher l'arceau, alors qu'on me dit que c'est impossible de dunker à moins d'un mec. Moi, je touche l'arceau dès le début, tu vois. Mais attends, si je touche l'arceau, pour dunker, il faut passer quoi, 30 cm au-dessus? Ah, c'est rien, vas-y, on le fait, quoi, tu vois. Et j'ai commencé vraiment à prendre goût au playground, à faire des 1 contre 1. Et boum, j'arrête le karaté. J'arrête le tennis de table et je m'inscris au basket. Donc 100% basket, c'est marrant parce que souvent, quand on évolue, on passe d'un sport de combat plutôt à l'autre. Et toi, finalement, tu es passé à une discipline complètement autre, quoi. Ouais, j'écoute là. D'accord. Je peux là sauter sur mon vélo, aller faire du snow. J'écoute, comme on dit, les battements de mon âme et les envies. Et je peux être là en train de faire du sac et d'un coup, j'ai envie de m'étirer. J'étais parti parfois sur un fractionné piste. Bon, j'étais assez discipliné en période de combat. Mais tout d'un coup, je sens qu'aujourd'hui, c'est le jour d'un sparring. Bah, ouais, je vais switcher, je vais faire confiance. À ce que tu ressens. Voilà, en vérifiant que c'est pas une fuite, parce que je recalerai le fractionné un autre jour, tu vois. Donc voilà, j'écoute cette pulsion, et puis surtout, ça va vous choquer, ça. Mais rapidement, le corps, c'est le pléonasme de ton esprit. Pléonasme, là, je monte en haut, tu dis 2 fois la même chose, un pléonasme. Je descends en bas. Mon esprit pense colère. Qu'est-ce qu'il va faire mon corps? Joie? Non, mon corps, il va faire colère. Mon esprit pense peur. Qu'est-ce qu'il va faire mon corps? Il va faire peur. Donc, quand j'étais petit, mon esprit pensait t'es une victime, t'es fragile, t'es une merde, ton père t'a abandonné, tu mérites pas l'amour. Je sais que toi aussi t'as entendu ça. Ça va plus loin que le mouet aujourd'hui. Hein. Mais rappelez-vous, le mouet, c'est une des disciplines les plus spirituelles. Hein. Et donc, mon esprit créait de la victime, donc j'avais un corps de victime. Quand j'ai commencé à bomber le torse, à faire du karaté, à faire des trucs, mon esprit a pensé ouah, t'es un guerrier, ouah, tu vaux le coup, ouah, t'es meilleur. Qu'est-ce qu'il a fait, mon corps? T'as explosé. Il a explosé, j'ai pris 17 cm. Ils sont tous petits dans ma famille. L'année de mes 17 ans, j'avais un costume de référence que ma mère m'avait fait. Je le mets pour aller une boum, le costume, il est là. Je dis, maman, écoute, et ma mère, elle est couturière, elle abîme pas les fringues. Je dis, c'est toi qui as grandi, mon fils. L'année de mes 17 ans, quand j'ai commencé le basket, j'ai pris 17 cm. C'est incroyable. C'est sur ma courbe de carnet scolaire à l'école, là, où j'étais toujours en bas, là. T'es devenu... D'ailleurs, vous fiez pas à cette courbe, hein. Chacun grandit à son rythme. Arrêtez de sortir, à force de vouloir rentrer dans le moule, on va finir par ressembler à des tartes. Hein. Donc, non, mais c'est très intéressant ça, à quel point l'esprit peut conditionner ton corps. Mais bien sûr. On parle parfois des femmes qui font un déni de grossesse et puis quand elles finissent par l'accepter, hop, elles prennent du ventre d'un coup instantanément. En fait, ouais, ça peut arriver sur n'importe qui. Aux hommes aussi, à n'importe qui. Ok, c'est vraiment intéressant. Comment ces os qui se cassaient quand je tombais, quand je jouais au foot, quand je prenais un choc, c'est bien le même corps. Ouais, comment se fait-il que ce corps, quelques années après, c'est lui qui casse des battes de baseball, des planches en bois, des tibias, des humérus, des mâchoires? Comment ça se fait? Non, c'est sûr. La pensée agit sur la matière. Tu deviens ce que tu penses. Mais j'en avais pas conscience à l'époque. C'est pour ça que ça prenait du temps. Et là, aujourd'hui, j'ai juste professionnalisé ça. Et pendant ma carrière, des fois, quand j'ai complètement confiance en ma victoire, je la créais. Et quand je commençais à y avoir du doute, qui doute de son pouvoir donne du pouvoir à ses doutes. Quand je pensais trop à mes défaites, je les réalisais et je les créais. Ouais, tu étais responsable de tes défaites, quoi. Aussi. En quelque sorte. Exactement. Ok, alors et combien d'années de basket du coup? Donc basket de 17 à 21 ans, mais taquet. Entraînement junior, cadet, minime, féminine, playground. Je partais de Villejuif du 8 mai. Ma mère n'avait pas de sous pour m'acheter un ticket de bus pour aller au bus, pour aller au basket. Donc déjà, elle me payait la cotisation avec les aides sociales. J'y allais à pied, je traversais 3 stations de métro à pied, quoi, tu vois. Et tout le long, avec mon vieux ballon en plastique, je driblais entre les jambes, je driblais les passants, je faisais des shoots sur les feux rouges. J'arrivais, j'avais déjà 30 minutes de pratique, tu vois. À bloc, quoi. À 10h à la récré au lycée, bam, basket, pause déjeuner, on mangeait vite fait, basket, à la récré de 15h, basket, après les cours, basket, basket tout le temps. Donc je performais en individuel, tu vois. Agressif, grosse détente, du dunk, impressionnant. Mais aucun jeu collectif, aucune stratégie, pas de main gauche, pas de fondamentaux.
Donc je joue à Villejuif et ça va, je me débrouille bien. Et après je décide, comme je fais tout le temps, de progresser. Je vais jouer au basket. Donc là vraiment, j'ai arrêté tous les arts martiaux complètement. Ouais, d'accord. Par contre, j'ai gardé la souplesse. Tout le temps du basket, je frime, des grands écarts. Quand on fait les étirements, je me montre quoi. Et aussi, je dirige les entraînements. Et je me rends compte que cette souplesse, elle m'aide. Dans la détente, dans les feintes, dans les accélérations, elle m'aide quoi. Donc j'arrête les arts martiaux, je continue à travailler ma souplesse. Et oui, je vais rencontrer un mec à Vitry. On me dit, ouais, il y a un mec à Vitry, il s'appelle la VMV, c'était le club un peu rival de Villejuif. Franck Ponceau, un petit meneur, il est super fort et tout. Je vais sur son playground à Vitry. Dans le quartier, je tapais tout le monde en 1 contre 1. Le mec me met 50-0. Dur à avaler quoi. Oh là là, un petit trapu, costaud, l'antithèse du basketteur, un corps de turc avec une tête de portugais. Le lutteur quoi. Le lutteur, je sais pas quelle origine il a, français de souche, adorable, le terroir, tu vois. Et le mec basket sobre, efficace. Moi, mes filles, il me fait la misère. Mais je rentre sur mon vélo, mais je sais pas si j'ai pas pleuré quoi. Je devais avoir, je sais pas, 18-19 ans, je sais pas si j'ai pas pleuré quoi. Et là, qu'est-ce que je fais l'année d'après? Je prends conscience. Faut que j'aille m'inscrire dans le club de ce mec. Et je m'inscris à Vitry. Et là, j'améliore plein de trucs. Enfin bref, vraiment, ça se passe bien. Et je commence à comprendre que c'est en me rapprochant des meilleurs qu'on devient bon. Je prends mon VTT, je passe par là, avenue d'Italie, je vais à Bir Hakeim de Villejuif, au pied de la Tour Eiffel, parce qu'il y a les Américains de la NBA qui sont là, qui jouent à Levallois, tout ça, qui l'été sont là, font des camps. Et tu peux y aller gratuitement. Tu joues avec les Quinry que tu vois sur la NBA avec George Eddy, Terence Stansbury, 3 fois 3e au concours de dunk, derrière Michael Jordan, quoi. Le mec, il est là. Tu prends ton vélo et tu y vas et tu joues avec lui. T'es comme un ouf quoi. Mais t'es comme un ouf. Le mec, il te fait 3 passes. Il te dit, place-toi là, fais ci, machin. Donc je commence à m'éclater, à prendre des risques, à sortir de chez moi, à aller rencontrer d'autres clubs, à se rendre compte que chez moi, on stagne. Et d'être le plus fort de mon club, ça flatte l'ego. Mais ça sert à quoi, tu vois? T'es le roi dans ta mare, mais t'es un petit poisson dans l'océan. Voilà. Tu progresses pas, tu t'amuses plus. On est fait pour se développer. Et donc là, vraiment le basket à fond. Et je finis par ensuite, après Vitry, je finis par aller à Bourg-la-Reine. Donc t'imagines, à Villejuif, pas de transport, il fallait que des fois je fraude dans le bus ou j'ai avec un pote en voiture, je vais à Bourg-la-Reine. C'est de banlieue en banlieue, c'est le plus galère quoi. Et là je commence à bien jouer, on me dit ouais voilà, faut que tu poses tes bases, que tu apprennes le jeu collectif. À 17 ans, j'ai commencé le basket à 17 ans. Et là, j'ai vers 20 ans, j'ai un espoir pour peut-être jouer à l'époque ce qu'on appelle en National 4. D'accord, ok. C'est déjà énorme, tu vois. Bien sûr. Donc je suis très content. Je suis un peu la caution quand il y a 2-3 points de retard, je rentre, je fais une pénétration, je mets un point, je dynamise quoi. Mais en jeu collectif, j'ai tout à apprendre. Et là, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'on a triché. L'année à Vitry, il n'y avait pas l'informatique et j'étais un peu frêle. Et je devais monter en senior et ils me gardent 1 an en bon espoir. Ils me mettent né en 71 au lieu de 70, tu vois. Et voilà, je l'assume quoi, je dis oui. Et donc quand j'arrive à Bourg-la-Reine, la fédération l'apprend, donc je suis sanctionné. Donc j'ai pas le droit de faire les matchs et le club aussi il a une sanction. Donc t'imagines que j'avais eu cette frustration, tu fais pas de karaté. J'étais un peu vite, j'ai piqué, Docteur Seban, pardon, j'ai piqué l'ordonnance quand le médecin m'a dit non, quand il a sculpté ma maman, pour commencer le karaté. D'accord. On me dirait pas non, c'était terminé. D'accord. C'était terminé. Qui t'a détourné les règles. Ensuite, disons que je fais du karaté. Ensuite, quand j'arrive au basket, là, bam, je peux commencer à jouer. On me dit non. Frustration, 20 ans, 21 ans, colère. Colère, mais pas colère, ça m'énerve, pas colère, t'envoies des likes, pas colère moderne là, tu sais. Tu penses qu'en envoyant un post, oui, tu vas changer quelque chose. Non, c'est pas de la colère, ça c'est de l'hygiénisme. Tu te rassures en balançant sur les réseaux sociaux que tu penses agir. Non, tu fais que dalle. tu veux qu'ils aient à manger dans la rue, t'es contre la faim dans le monde, là, coupe la vidéo, va préparer un sandwich et va le donner à quelqu'un en bas. T'es pour le vivre ensemble, arrête d'envoyer des posts, coupe la vidéo et va parler aux berbères dans ton bâtiment ou va parler au mec qui vote Front National et que tu ne le comprends pas. Va lui parler à lui. Tu saisis? Agir quoi. Agir, voilà, agir. Donc là, je me rends. Je perds un peu mon fil quand je fais. Le basketball, on t'arrête d'en dire. Voilà, on m'arrête. Donc là, vraiment la haine, quoi. Il a envie de frapper. Je sens. J'étais pas un bagarreur. Le dunk au basket, c'est le seul mouvement violent. En basket, tout est souplesse. C'est intense, les accélérations, mais il n'y a pas de frappe. Et le dunk, quand tu as ta main, que tu montes à 3,05 m, que tu arraches l'arceau, et je sens que cette violence, j'en ai envie de plus. D'accord. Et là, 1991, Jean-Claude Van Damme, kickboxer,
Moi, j'avais gardé ma souplesse, même à Washi, de temps en temps, je levais un peu la jambe pour frimer. Et tout le monde pensait que je faisais du kick, alors que j'en faisais pas. D'accord. C'était les restes du karaté, tu vois. Et là, je fais un stage à Villejuif. Patrick Réa, Francis Hamdaoui, mes premiers entraîneurs, les pionniers du kickboxing en France. 91, au gymnase Guy Boniface, où j'ai fait du karaté, dans la salle de karaté. Je reviens 5 ans après, stage de kickboxing. C'était un stage d'été? Stage d'été, ouais, découverte, que moi j'aimais. Ouais. Tu sais, les clubs d'été, ils font découverte volaire. Voilà, la ville de Villejuif a beaucoup organisé ça. Et ces stages, je les ai animés moi-même pendant 20 ans derrière. Après, ouais. Bah ouais. Tu rends ce qu'on t'a donné, quoi. Voilà, exactement. Donc j'arrive, le mec me voit mes jambes, ma vitesse. Bon, j'ai pas de garde, mais les jambes partent. Tu me dis, tu devrais faire du kick. Et là, avec l'interdiction, je dis, bon, je continue à m'entraîner au basket. Il y a qu'un an, dans un an, je rejoins le club. Et voilà, je fais du kick deux fois par semaine pour me défouler. Et inscription au mois de septembre, octobre, novembre, je crois novembre, je suis sur le ring. Combat? Ouais, combat. 3 fois 2 sans protection à l'époque. Ah, à l'époque, ouais. Pour gants et chaussons. Ouais, les chaussons, les protège-pieds. Regardez les vieux combats. Ouais, bien sûr, on voit. Short. Même Ramon Dekers, il en portait contre un de ses combats. Ouais, contre Pennacchio, tout ça en kick. Ouais, en Italie, boxait beaucoup. À l'époque, pour dissocier le kick et la taille, en kick, on avait des chaussons. Les chaussons du full contact. Et donc, je me retrouve là sur le ring et c'est le championnat de France, je suis même pas au courant. 3 fois 2, je fais le combat à Villejuif, encore dans ce gymnase Guy Boniface, plein à craquer. Championnat de France, tout le monde à Villejuif, c'était en 91. T'avais quel âge là? J'avais 21 ans. Tout le monde me connaissait à Villejuif depuis 78, le petit fragile, la victime. On m'appelait Jambe de laine. J'étais plus souvent dans le plâtre que déplâtré. Incroyable. Incroyable. Je sais que vous avez du mal. Parce que vous me voyez comme ça, tu vois. Et c'est tellement émouvant de repenser à tout ça. Et donc tu gagnes? Et donc je gagne ce combat, mais dans la difficulté, je mets le mec KO, tu vois. Et je savais même pas que j'étais inscrit à un championnat. Donc quart de finale KO, demi-finale KO. La finale, je me retrouve à Nancy l'après-midi dans un grand gymnase. Il y avait André Panza, allait taper, un des pionniers du kickboxing. Le premier français qui a eu son jeu vidéo dans les années 80, Panza Kick. Okay. Ouais. Et voilà, je boxe là-dedans, je gagne championnat de France, je rentre avec une coupe, diplôme, championnat de France classé. Tu sais même pas ce qui t'arrive en fait. Mais moi j'ai un t-shirt Malcolm X, j'ai la tête des Chicago Bulls sur mon short de moi. Je l'ai fait coudre la tête des Chicago Bulls. Je suis un basketteur. J'arrive en 91 avec le sky-top, avec Public Enemy dans le poste. Les gens ils me regardent au kick, mais c'est qui ce Kem quoi? Tu vois? Je suis un usurpateur. Excellent. Tu vois? Et puis là, je prends goût quoi. Un combat classe B, un gala. Je fais mon premier combat classe B après le championnat de France. On me demande contre un Italien. Et j'entends, oui, les boucheries, en plus moi qui mange plus de viande aujourd'hui depuis 10 ans, la première personne qui m'a payé sur un ring, un boucher qui dit, oui, les boucheries machin offrent une prime de 500 francs à Aurélien Duhart. J'entends ça, boum, je mets le Rital KO, 500 balles. Et on boxait pour une canette, 500 francs, je boxe ma mère, t'es fou. Ouais, on s'arrangera sur la prime, tu vois. Et le switch se fait, quoi. Là, ouais, tu dis, ok, c'est ça. Ouais, il y a sport co, il y a les sports qui font de toi un sportif. Et il y a les sports qui font de toi un homme. Okay. Ou une femme, ou un individu en tout cas, tu vois. Tu as un adulte, tu vois, quelqu'un de plus fort. Qui te permet de t'accomplir. Voilà, et là j'arrive en BEP, ouais, contre les années, je suis super en retard. Hein. J'ai redoublé ma 3e, ma seconde, je suis retourné en BEP, j'ai redoublé mon CM2 aussi, j'ai oublié de te le dire. Donc laisse tomber, j'ai passé mon bac à 23 ans, donc tu vois, et aujourd'hui j'enseigne à Dauphine, à des masters, je suis maître de conférence pour des bacs plus 5. Ouais. Donc prends ton temps. Hein. Et donc... là, dans ma classe en BEP, je tombe sur Franck Chauvin, un super pote, donc je suis parrain d'un de ses fils là, qui me parle du Muay Thai. Parce qu'il y a le kick, tu vois, moi je la frime. Et il y a le Muay. Comment ça, déjà il y avait l'anglaise, tu vois. C'est vrai. Non mais déjà il y avait l'anglaise, ils sont bons, tu vois. Mais moi l'anglaise, il vient à Tyson, je mets 3 low kicks, il est foutu, tu vois. Moi qui viens high kick, tu vois. Quoi? Il y a les genoux, il y a des mecs plus forts que nous. Vas-y, ils sont où? Comme j'ai fait avec le basket. C'est dans l'orgueil, un peu dans l'ego. Ils sont où? C'est qui quoi? C'est qui? Ouais. Hein, demandez à Rick Rufus quand il a boxé Shang Puk. Alors, combat de légende, j'en parlais de combat de légende. Combat de légende, allez voir ma vidéo, combat de légende. Le soleil arrive là. Comme ça vous allez voir mes cheveux blancs. C'est pas parce que je veux les cacher, c'est parce qu'ils caillent. Et donc voilà, il me parle Vitry, haute tension, Muay Thai, 1992. Tension, ouais. Jean-Marie Merchet qui était transfuge du karaté, entraîné par Put Patnoy. Qui a formé Guillaume Carner et tellement de monde. Et mon entraîneur également. Et donc, ah ouais, t'entraînes aussi? Non, pas moi, mais mon entraîneur. Donc voilà, par filiation, Put Patnoy, c'est de là d'où vient un peu mon style, la boxe. Donc t'arrives là-dedans, comment ça se passe? Tu vas aller voir? Franck me dit, ouais, viens faire un entraînement. J'avais été à l'époque aussi à Physical Center, un des vieux clubs à Vitry sur la Nationale 305, où il y avait un des premiers cours de Muay Thai avec Van, il s'appelait.
un taille qui avait un œil un petit peu fermé, je crois. Et ensuite, il y avait Jean-Marie Merchet à Vitry, donc j'y vais. Haute tension, très connu quoi. J'arrive, que des karatékas, tout ça, des boxeurs, et moi j'arrive avec mes trucs Chicago Bulls, mon starter, le petit Merchet qui me regarde, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, tu vois. Et je fais le cours et voilà quoi, ça punchait quoi. J'avais envie, j'avais faim, ça tapait, ça allait vite, je bougeais dans tous les sens, mais voilà, il m'a dit viens. Et j'ai quitté Villejuif. J'ai dit à Patrick Réa, Patrick, voilà, à Villejuif ça stagne, il y a le Muay Thai, vous connaissez. Et j'ai quitté mon club en douceur et dans la paix. Et ça s'est bien passé. Et il m'a aimé, il m'a encouragé, il a toujours été fier de moi. Et j'ai jamais eu parfois, cette ne se passe pas avec comme ça maintenant. Oui, après avec Jean-Marie, à un moment, il y a eu des guerres d'ego, j'en ai eu, on a mis 5 ans à se réconcilier avec Jean-Marie. La réconcilier avec vos professeurs, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Il y a trop de guerre d'ego entre nous. Il y a un rapport père-fils avec ton entraîneur. C'est vrai, bien sûr. Et donc là, franchement, on est dépassé par toutes les guerres psychologiques, les incompréhensions, les peurs, les attachements émotionnels, l'objectif. Et des fois, on manque de clarté là-dedans. C'est juste des incompréhensions. N'en veuillez pas aux petits cons à qui vous avez tout donné et qui s'en vont. Parce qu'ils auraient vous dire merci professeur, merci, c'est le moment pour moi de grandir, c'est le moment pour moi d'aller ouvrir ma salle. Et on ne sait pas le dire des fois. Des fois, tu as vu avec ta copine, tu crées un conflit pour aller boire une bière avec tes potes. Ouais, tu me fais chier, cause-toi. Et ça donne l'occasion d'aller boire. Quand on est un peu maladroit des fois dans les séparations. Donc s'il y a un conflit, je t'aime et je te quitte. C'est entendable. C'est entendable, mais l'ego ne comprend pas. Bah, si je t'aime, pourquoi je te quitte? Ah, bien sûr. Non, il faut que je t'aime plus pour te quitter. Il faut l'entendre. Tu sais, il faut le comprendre déjà. Bien sûr. Donc j'arrive à Vitry, et là, Muay Thai, machin, les genoux, je m'éclate, la distance. Je rencontre Guillaume Kerner dans les RER. Sûr, oui. Je suis avec la mère celle qui deviendra la mère de mes enfants. Je ne savais pas, en 92, on part à Disney, elle était fan de Disney. Guillaume Kerner travaillait au GPSR. Il y a énormément d'agents de la Sécu qui travaillaient à haute tension. On avait créé un horaire spécial pour eux, pour qu'ils s'entraînent l'après-midi. Et je croise Guillaume Kerner, j'ai entendu parler de lui, l'ange blond, machin. Ouais. Je commence à croiser les mecs dont je rêve, quoi. Je suis avec ma meuf, tout grand, il a entendu parler de moi un peu. Je suis dans le métro, je le vois. Tu vois, tu devrais faire de la taille et tout avec tes genoux. Je vois, je me suis inscrit haute tension. Et Guillaume, merci. Hein. Et voilà, et je commence, on s'inscrit au championnat de France. À l'époque, pas de combat, galère. Donc je continue championnat de France kickboxing classe B. D'accord. À haute tension. Toujours par haute tension, ouais. Okay. J'amène le kick à haute tension. Jean-Marie ne faisait que du karaté et du mouet. Et il avait pas beaucoup de compétiteurs à l'époque. Temta, je crois, les Florian, les jumeaux, il y avait Ahmed Bouzera. Il n'y a pas Cyril Diabaté C'est après, il arrivait bien après Diabaté. Il arrivait en 94-95. On l'a découvert au Golden Trophy. D'accord. Cyril, il le sait, hein, on voit ce grand machin de 2 mètres tout seul au Golden Trophy, sans coach, sans rien. Et il vient nous voir, vous voulez pas me coacher? Jean-Marie me regarde, il dit, on le connaît pas, imagine, c'est une chaussette. C'est toujours ça. Tu vois toujours le risque. Et on l'a bien fait, et là, il nous a découverts. Et on l'a coaché, il a tapé tout le monde, il a gagné. Il avait tapé Jérôme Turcan en finale, les prémices du MMA, la lutte contact qu'on faisait à Orléans. 3 combats dans la journée, truc de malade, le pancrace actuel, pas de frappe au sol. Ah, on s'égare, enfin bref. Et je continue le classe B en kick, et pareil, on me trouve quelques combats en taille. Je commence à faire des combats à Japy, tout ça, avec des mecs de 10 kilos de plus, qui avaient 5 combats en boxe taille, mais qu'on avait 15 en savate, 12 en full. On savait pas tout ça. Et en gros, je crois mes 40 premiers combats, championnat de France classe C, classe B, classe A. En Muay Thai, c'était un peu compliqué à l'époque, donc championnat d'Europe. Je pars en Thaïlande direct, Poupatnoy me fait une lettre. Ouais, c'est vrai. Lettre manuscrite. Lettre d'intention. T'allais pas dans un camp comme ça. Mais il t'envoie où du coup? Il m'envoie à Chonburi, chez Vichit, excusez-moi pour la prononciation, que Poupatnoy, je crois, a boxé 2 fois. Et donc c'était son ami qui a ouvert son camp à Chonburi, une banlieue industrielle entre Bangkok et Pattaya. D'accord. Pas de boîte de nuit. Rien, pas de centres commerciaux, pas de plage, je suis parti blanc comme un cul, je suis rentré plus blanc que j'étais parti. On me dit, t'es en Thaïlande toi? La misère. Enfin bref. C'est pas Pattaya quoi. Ouais, avec une lettre, le tuk-tuk, on fait 3-4 camps avant de trouver. Et j'arrive là-bas, imagine-le avec mon sac Nike, habillé en Jordan de la tête aux pieds. Les baskets, il fait 45 degrés, t'arrives devant le camp, il me regardait comme ça. On était en quelle année là? C'était en 93. Ouais. 93, le premier voyage. Je m'étais fait payer une bourse au projet par la ville de Villejuif. D'accord. Ouais, ils payaient des projets, donc je m'étais fait payer le billet d'avion. J'étais parti avec 150 €, 1000 francs pour 15 jours. Je peux te dire que j'ai dormi, on m'a dit de dormir, et j'ai mangé ce qu'on m'a donné à manger. Ouais. Et t'as tapé dans les paos quand t'as dit de taper. Voilà, et j'ai fait que ça. Et génial, vraiment génial, quelle expérience. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de clubs design, un peu cosy. C'est chouette, c'est chouette. Faites-vous un jour, 2-3 jours dans un camp route et où il n'y a que vous.
où il n'y a pas moyen, personne parlait anglais dans le camp, je parlais pas thaï, l'isolement, la dépression. Ah, c'est un truc de fou. Oh là là là. T'as fait ça aussi? Ouais, alors pour le coup, dans un camp qui était plutôt confort, mais tout seul. Et ouais, tu cherches des ressources, tu te dis pourquoi tu l'as, qu'est-ce que je fous là parfois, mais après tu penses qu'à y retourner en fait. J'ai vraiment vécu comme ça, c'est une expérience incroyable. Donc là, c'est vraiment que la partie sportive. Et donc voilà, j'enchaîne chez Jean-Marie Merchet de 93 à 2000 en gros. Kick, taille. Bon, après les championnats de France, ça m'intéresse plus, il n'y a pas d'argent. Moi, je commence à avoir 23-24 ans, je m'entraîne beaucoup. J'ai pas de boulot, je suis videur de boîte de nuit, au black, je fais des sécu, tout ça. Mais la boxe, la boxe, ça rapporte pas grand chose. Je vais vous dire clairement, la plus grosse somme que j'ai gagnée, c'est 8000 € en fin de carrière à Los Angeles, à Barcelone. En France, on me donnait 3000 €. Mes derniers combats 2003-2004, j'en avais marre, j'allais boxer en Italie pour avoir 3000 €. J'ai accumulé 4 boulots. Portier de boîte de nuit, mannequin, sécurité, toutes les vacances scolaires, éducateur à Villejuif. Je salue tous les gamins que j'ai croisés, des milliers, les centres aérés. Et surtout, des cours. Du lundi au vendredi, Villejuif, Clé-Souilly, Haute Tension, le Racing Club et partout j'ai fait des stages. Châtillon depuis 20 ans. Des cours. Donc ma plus grande fierté, peut-être le partage, c'est que quand je suis sorti de l'idée de la victime du vilain petit canard et que j'ai su que les arts martiaux, le sport, la pratique nous renforçaient, nous amélioraient, j'ai appris aussi que apprendre aux autres tout de suite. Bien sûr, apprendre que si tu tournes ton poing sur le direct, tu te fais moins mal. Pourquoi tu le gardes pour toi? Sur le crochet, j'ai mal au poignet. Enlève-lui le gant, aligne-lui le poignet, montre-lui, partage ton trésor, c'est là qu'il se multiplie. Ta graine, si tu la gardes dans ta main, elle va pourrir. Si tu la jettes au sol, elle va germer. Partagez vos savoirs, partagez vos connaissances comme tu le fais. Comment? J'essaye. Ouais, on va être clair sur les mots, tu te souviens mon goût des mots. Essayer n'existe pas. Fais ou ne fais pas. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Et toi tu fais. Après tu fais, ça te plaît, ça te plaît pas. Bien encore, c'est un concept. Est-ce que ça te plaît? Peut-être toi tu trouves pas ça bien et tes élèves trouvent ça bien. Qui a raison? Est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu fais? Est-ce que tu as du plaisir? Bien sûr, Est-ce que les gens reviennent? Est-ce que les gens sourient? Est-ce que les gens payent pour ça? Oui, donc tu le fais bien. Cessons cette fausse modestie. Les virus, ils s'incrustent dans les corps fragiles. Cessez la fausse modestie. Je suis un très bon professeur et je suis une putain de pipelette. Je suis un super bon prof et je suis nul en informatique. Je sais gagner de l'argent et je ne sais pas l'investir ni le conserver. Vous saisissez? Bien sûr. C'est ça la vraie humilité. Donc je commence à partager les choses et ça se multiplie, ça s'amplifie et on s'éclate quoi. Et à côté de ça, j'ai toujours la même femme pendant 23 ans, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est séparé il y a 5 ou 6 ans. Donc ma vie de couple, un enfant, ma maman, mon truc, mes cours, ma boîte de nuit, je passe de portier à responsable, au factory, j'ai une boîte et on rencontre Cyril Diabaté, on travaille à la porte avec tous les videurs d'haute tension sur 3 boîtes de nuit. Fallait pas mal parler à l'entrée là, je pense. Ouais, on s'entraille, on a distribué quelques gifs, et certains fous venaient nous défier quoi, tu vois. C'était n'importe quoi. Mais on était plus respectés parce qu'on avait la paix, on avait le sourire, c'était ferme. Et surtout dans nos boîtes, il y avait du bon son, c'était pas cher, il y avait des jolies filles, et on s'éclatait quoi. Donc les gens venaient pour ça surtout. On s'assurait que c'était un vrai endroit festif. Et puis nous, on castagnait assez 4 heures par jour pour vouloir faire ça à la porte. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Et il est vrai que certains d'entre nous avaient la claque facile. Mais des fois, parlons du mérite, d'accord? Quand quelqu'un a gagné le championnat de France, il mérite sa ceinture. S'il a gagné. Oui, fais simple, oui. Ça se discute. Ça se discute. Oh là, mais attends, c'est une interview ou c'est un débat là? Non, tu me poses une question. Je te pose une question. Si quelqu'un à la finale du championnat de France, il a gagné sa ceinture, l'autre est KO, est-ce qu'il la mérite ou non? Je vais te répondre oui. Oh, t'as du mal avec le mérite, donc t'as du mal avec le mérite. Vous avez vu, c'est bien parce qu'on se dévoile comme ça. Non mais c'est quoi le mérite pour toi? Le mérite, c'est d'affronter les meilleurs pour devenir le meilleur. C'est pas de gagner une ceinture où t'as un mec en face qui a... Là, je te parle d'un exemple précis. Le mérite, c'est qu'on te dit que pour avoir cette coupe, il faut que tu arrives premier sur 10. Tu arrives premier sur 10, quel que soit le temps que tu as fait, tu mérites. Très bien. Le mérite, c'est si tu bois trop de coca, tu vas avoir du cholestérol, de l'obésité et des flatulences. Tu mérites puisque tu l'as fait. Okay. C'est ce que je veux dire. Ouais. Le mérite, c'est obtenir ce qu'on voulait en ayant suivi un processus. Et des fois, il y a des mérites inconscients. Si tu révises pas, si tu traînes le soir, que tu restes devant Netflix et que tu fumes des bédos ou que tu regardes du cul, demain, tu auras une mauvaise note à ton contrôle. Tu l'as mérité. Il n'y a pas de hasard, vous voyez. Donc, vous voyez, cette notion de mérite, on a du mal des fois. Donc, je parlais devant la boîte de nuit. Quand quelqu'un mérite une récompense, on aime lui donner. Quand quelqu'un mérite un cadeau, on aime lui donner. Quand quelqu'un mérite des baffes, quand quelqu'un mérite un recadrage, quand quelqu'un mérite une bonne leçon, qui a les couilles de lui donner aujourd'hui ? Qui ose? Les bons parents.
Ouais, bravo, continuez. Qui risque d'avoir un maltraitance et on te prend tes enfants. Le père qui ne peut plus gueuler sur ses enfants. L'entraîneur qui ne peut plus dire je te vire de la salle parce que tu arrives en retard. Les parents qui vont dire oui, il a payé, il faut le respecter. Qui aujourd'hui ose la fermeté? Qui ose la sanction, à part l'État? Vous acceptez les sanctions de la conduite, la route, on vous ruine alors que ce n'est pas du tout pour la sécurité. Vous acceptez qu'on vous enfonce des virus, des vaccins, des conneries, de la malbouffe. On accepte toutes les sanctions extérieures et quand notre gosse fait le con, on n'ose pas lui dire hey, parle mieux à ton père ou je vais t'en mettre une. Vous vous souvenez Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura, tous ces pères charismatiques, tous ces mecs-là, Jean Valjean, elle est où la virilité? Et aujourd'hui à tel point qu'il n'y a que dans les salles d'arts martiaux. Ou sinon vous allez chercher que les CRS vous mettent des coups de matraque. Donc je voulais reparler de ça, notamment les arts martiaux m'ont appris à identifier ma violence, ma colère, ma haine. Mais dans notre société, ah non, c'est les autres qui sont violents, c'est les autres qui ont la haine. Nous, on se défend, ou nous, on explique. On ne s'énerve pas, on explique. Fais ci, fais ça, c'est de la violence tout ça. Ne cours pas, ne saute pas, c'est de la violence. Ne baisse pas, ne ris pas, ne t'amuse pas. Interdire, c'est de la violence. Donc, moi, ce sport, il m'a permis de me transcender, il m'a permis de ne pas finir dans le parisien. Parce que toute cette violence, si elle n'avait pas été mise sur le ring ou à la salle, eh ben, où est-ce que je l'aurais utilisée? Et cette violence que j'ai reconnue chez moi et que j'ai reconnue dans les colères de ma mère qui n'avait pas de mari, qui avait un métier difficile, qui n'avait pas d'homme qui l'aimait, dans les colères de tous les gens autour de moi qui trimaient déjà bien avant le 49.3 et tout ça, toutes ces colères que je voyais au feu rouge, que je voyais au supermarché, tous ces débats à la télé, ces gens pas d'accord qui se hurlent dessus pendant que tu manges de 19h à 23h sur tous les sujets, ne soyons... Et je me suis dit, mais c'est une société violente. Oh, la boxe thaï, c'est violent, non? Mais rien que ta question est violente déjà. Je te parle de ma passion, je te parle de ce qui m'a construit. Et toi, ta première question, c'est le négatif. Le négatif est violent. Si les premiers mots qui sortent de ta bouche, c'est « Ah, je suis pas d'accord, ah, ça me fait… » Ben, c'est de la violence. Accueille ce que l'autre te dit d'abord. Donc, on parle toujours de la même chose. Là, ces sports, ils m'ont aidé à comprendre la violence des autres. Accueillir la violence de ma mère, accueillir la violence de l'absence de mon père, accueillir la violence des professeurs enfermés 8 heures à l'école, ils n'en sont jamais sortis, mal payés, avec des programmes pourris qu'ils sont obligés d'appliquer. La violence de tous ces gens à l'hôpital qui en ont marre de voir les malades s'accumuler et qu'il n'y a pas les moyens pour les soigner, alors qu'on trouve des millions pour bombarder les gens, quoi. Donc, je me suis un petit peu garé parce que c'était quand même le propos du moment, tu vois, restons actuels. Nous avons tous en nous de la haine, de la colère, ça s'appelle l'ego. Et le but des arts martiaux, c'est d'arriver à la maîtrise de ça. Donc ça m'a permis de me transcender, de me transformer, de faire de mes déchets du compost. Et aussi d'accueillir et de porter sur moi les colères des autres. Combien de fois j'étais voir un assistant social ou un prof parce qu'un gamin ou quelqu'un n'avait pas cette force? Combien de fois je me suis braqué devant les huissiers quand ils voulaient prendre les choses chez ma mère parce qu'officiellement ils n'ont pas le droit. C'est des milices privées les huissiers, c'est des milices privées. Donc d'utiliser cette force et cette puissance aujourd'hui pour confronter les médias, pour confronter les fausses peurs, pour confronter tout ça. Donc j'ai voulu faire cette petite parenthèse, je vous en remercie, parce que je sens que mes frères en humanité, le peuple a peur. Les gens se cantonnent chez eux, se cloisonnent, et on part dans cette grande division. Et vous verrez le salut, le secours, il est du côté de la spiritualité et aussi du côté de la reconnaissance de « Putain, mais ça me débecte !» Je ne vais pas rester chez moi et faire tout ce qu'on me dit, quoi. Acceptation, au bout d'un moment. Pendant combien de temps encore, si tu écoutes la masse et les médias, arrête-toi un instant et demande-toi ce que toi tu veux vraiment. Et c'est là qu'on va se libérer. Donc voilà, merci pour la parenthèse. Et ces arts martiaux n'ont non seulement pas calmé cette envie de rébellion, tu vois, mais j'ai voulu arrêter de me rebeller contre ma mère ou bêtement comme je l'ai fait contre Jean-Marie quand j'ai voulu quitter le club, ou contre les fachos, ou contre les riches. Qu'est-ce que c'est que ce mode de fonctionnement qu'on a? On avait dénaturé la partie martiale. Aurélien, calme-toi, va au temple, médite. Les tatouages qu'ils ont, les tailles, c'est pas Fock Compton ou NTM, non, c'est sûr. Hein, c'est sûr, hein. Donc on a sportifié des disciplines martiales, tu vois. Juste le Ramway, tu vois, le Ramway en Thaïlande. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la regardez, je vous la remettrai si vous ne l'avez pas vu, mais le Waikru Ramway, la reconnaissance de ce qu'on a transmis, etc. Moi, je trouve ça très intéressant. Une démarche avant le combat. Le côté danse, fascinant, ouais, en plus. Il y a une danse, la musique, l'art, art martial. Hein, et chaque mouvement se connecte à la terre, aux 4 éléments, terre, eau, air, feu. Il y a des mouvements du vent, des mouvements de l'eau, la connexion aux esprits.
la libération de son ego, il y a beaucoup de choses à l'entrée sur le ring. Et nous, on arrive, on passe les cordes et on se tape et on gagne la coupe. C'est pas un peu ce qu'on fait en classe, c'est pas un peu ce qu'on fait en entreprise, c'est pas un peu ce qu'on fait dans la rue, alors que même l'endroit martial, on l'a dénaturé. Donc voilà ma rencontre avec les arts martiaux. Et à côté de ça, toujours du travail et beaucoup de cours. Et championnat rapidement, les 40 ou 50 premiers combats, je suis invaincu jusqu'en 1995. C'est vrai. Je commence 50 combats invaincus. Je commence en 1991. J'ai ma première défaite en 1995. Tu te rappelles contre qui du coup? Dominique Ziegler, le fameux combat, le fameux championnat du monde qu'on avait Kronczak contre Kerner, à l'Agora d'Evry. 5 ans après, je boxais les mecs que je voyais dans les magazines, 12 rounds de 2 en kick. Et j'avais fait un match nul au championnat d'Europe de kick, au championnat d'Europe de Muay Thai, contre, je crois, Jean-Marc Christophe à Bonneuil, au fameux club de Bonneuil, qui bien avant de former tous ces champions actuels, formait une armada de tueurs en championnat de France. Et il boxait déjà à l'étranger. Et 1995, championnat du monde contre Dominique Ziegler, et je perds au point. Et stratégie, efficacité, game plan, je lui pète la jambe, je le fais compter, et après je me perds et il met à l'expérience et au métier. Et ensuite, deuxième championnat du monde contre Orlando Viet, qui a boxé Shang Puk, qui a boxé des Français. C'était vraiment Il est sur YouTube ce combat. Il est sur YouTube, ouais. Il a fait un des premiers UFC. C'est un black là, très costaud qui gagne un premier tour, et après les premiers UFC sans catégorie. Ouais, bien sûr, sans gants, règles, sans rien. Le coup dans les couilles et c'est parti quoi. Et donc il fait ça. Et là je boxais mes idoles quoi. Et je le boxe chez lui là dans l'Est, parce qu'il avait épousé Valérie Hénin, qui était aussi une de nos grandes championnes. J'ai beaucoup parlé de Valérie Hénin. Alors j'ai beaucoup parlé de Valérie Hénin dans Combat de légende. Yes, donc je continue, tu vois, cette vie de boxeur, et c'est ça que je veux te dire, c'est qu'à côté, tu me croises le mercredi au gymnase avec les gamins, je suis au parc de ma ville et je travaille tous les week-ends. J'ai arrêté de travailler la nuit en 2000, donc 95, 96, on commence les combats de MMA, on commence le Golden Trophy, il n'y avait pas assez de combats. Donc c'est pour ça que je boxais en kick, en taille. J'ai fait un combat en full, j'ai boxé Gérald Garros, le frère de Christian Garros. En 7 rounds de 2, au pied levé, et 4 heures après, j'étais devant ma porte de boîte de nuit avec les côtes fêlées, quoi, en espérant que ce soir, ça parte pas en vrille, quoi. Et ça se passait bien. Donc gros comment dire, morphale, gros gourmand de discipline, les fractionnés, les étirements avec les danseuses, la natation, qu'est-ce que je faisais d'autre, les footings, la muscu avec les musculeux, une grande diversité de choses. Et voilà, la découverte du MMA avec Cyril Diabaté au Golden Trophy, après le karaté Shidokan. Ouais. Donc 2 rounds de Muay Thai. Ok. 2 rounds de karaté traditionnel, genre Kyokushinkai. Ok. Ensuite, s'il n'y a pas de décision, on retourne dans le coin, on t'enlève le haut de kimono, tu peux garder le bas. Short, on te met les gants pendant la minute de repos, 2 rounds de Muay Thai. Et s'il n'y a pas de décision, tu retournes dans le coin, on t'enlève les gants de Muay Thai, on te met les gants de MMA, et là, pancrasse. D'accord, ok. Et j'ai fait 13 rounds en finale, 21 rounds dans la journée, Pascal Lafleur. On part 3 mecs de Vitry, d'haute tension, à un tournoi international à Chicago. Quelle chance on a d'avoir un mec en finale. Ouais, on en a 3. Moins de 70, Pascal Lafleur. Moins de 80 moi et plus de 80 Cyril Diabaté. Et on gagne les 2 finales, et Pascal il perd de peu après. Il avait fait 4 combats dans la journée lui, un truc de fou, les marathons. Des souvenirs incroyables. À l'époque du K1, et c'était pas vraiment médiatisé quoi, on est arrivé un petit peu avant la vague. Et donc voilà, il y a ça, et tout ce développement où je me casse la main, je me casse les os. Et je suis trop dans le dur, je m'en rends compte. Parce qu'il n'y a pas de repos, pas de récup, pas de massage, pas de cryothérapie. Je finis l'entraînement, je vais chercher ma fille à l'école, je finis l'entraînement du soir, je vais dans la porte de boîte de nuit, juste je me repose, tu vois. Et puis il y a la vie de famille, moi j'avais toutes ces plaies, je me connaissais pas. Je voulais qu'on m'aime, donc je faisais 1 milliard de choses pour qu'on m'aime. Et le corps se cassait. Okay. Je m'arrête en été pour me reposer, je vais jouer au basket 4 heures d'affilée. Au Luxembourg, sur du béton, bam, rupture du tendon d'Achille. Ouais. Les blessures, les sédentaires. C'est la maladie qui te préviendra, maladie, et les blessures, chez le sportif, si tu ne t'écoutes pas, tu te blesses, c'est sûr, c'est la blessure. Donc voilà, j'avais ce rapport au corps un peu dans le dur, je n'écoutais pas mon corps, je le contraignais. Et en même temps, j'avais des réussites, donc pourquoi changer quelque chose? Je faisais du PAO, ça marchait, quand je perdais un combat, je faisais plus de PAO. Ouais, tu te laisses. Hein?
Alors, un peu à la taille, quoi, alors, sur entraînement. Bah, un peu à la taille, un peu à l'empirique, je sais pas si le mot est juste. Tu sais, tu prends un cachet, t'as mal à la tête, ça ne marche pas, t'en prends 2. Hein? Mais c'est pas débile ça. Ouais. Peut-être prends un autre cachet, ou peut-être respire, ou fais-toi un massage des tempes ou du 3e œil. Pourquoi tu boxes? Pas comment tu boxes, pas pour qui tu boxes. Et au-delà de l'argent et de la reconnaissance, pourquoi tu boxes? Pour t'émanciper, pour grandir, pour te dépasser, pour montrer aux autres que c'est possible, pour te transformer en être humain, pour être un modèle, pour qu'on soit fier de toi, pour connaître l'humilité, penser que ce jour-là tu serais debout les bras levés et tu te rends compte que tu es allongé sur une civière et tu te rends compte que là les autres t'aiment aussi et que tu n'es pas moins précieux et que tu n'as pas moins de valeur et que ça sert à rien de culpabiliser et ça sert à rien de te flageller et de dire ouais je vais revenir plus fort, Reste-toi et reviens. Qu'est-ce que tu as appris dans cette blessure, dans cette douleur? Qu'est-ce que tu as appris quand tu t'entraînais pas? Qu'est-ce que tu as appris quand tu brillais pas? Quand la presse n'était plus là? Quand les amis ne venaient plus te voir? Tout seul dans ta chambre d'hôpital, diminué, à avoir besoin d'aide pour pisser, pour manger. Toi, le champion sur qui tout le monde comptait. Est-ce que tu comprends pas un petit peu mieux les autres choses, là? Ouais, bien sûr. On apprend dans la défaite, c'est ce qu'on dit souvent. Mais aussi, on apprend dans la victoire, dans la défaite, on apprend dans la douceur et dans la douleur. Après, on a développé un mode de vie, moi je n'apprenais que dans la douleur. Faut que ça soit dur, dur. No pain, no gain. Et alors comment tu ajustes ta carrière pour essayer de mieux t'écouter, etc. J'ajuste que dalle. Je quitte Jean-Marie en colère et je continue mes conneries tout seul. D'accord. Gardez vos conseils, je sais me tromper tout seul. Je me trompe tout seul. Donc je quitte Jean-Marie un peu en colère, je pars en autogestion à Châtillon et à partir de 2000, je suis en autogestion. Okay. Donc je prends un petit gars. Tu manages tes combats toi-même, etc. Voilà, je prends un petit gars, Alex, les gens commencent à me connaître, les Italiens m'appellent, les promoteurs m'appellent sur mon portable et on négocie. Je crée mon équipe avec Alex Tatalovic, un petit jeune qui m'a tenu les pas hauts, vous le voyez dans beaucoup de vidéos sur mes combats. Au début, je crois qu'il y a Ahmed Bouzera qui me suit un peu, le team Zankifo que je rencontre. Donc Alain Zankifo, des stratèges de la savate et du kick, qui a gagné le grand tournoi de Canal+, en battant Noam Trakan notamment. Des phénomènes, des phénomènes. Il me dit Aurélien, tu sais tout faire toi. Genoux, high kick, coup sauté, coup tournant, puissance. J'ai ouais, moi je kiffe, ouais. Il dit, mais tu fais tout, avec son bonnet, allez Alain Zankifo. Mais tu fais tout n'importe quand. Et le mec, on boxe avec lui, 63 kilos à l'époque. Il me dit viens, on s'enferme dans une salle. Il m'a défoncé. Et je te parle en 2000, 2004 par là, il m'a défoncé. Je vais te toucher au foie, je vais te balayer, je vais te mettre un high kick. Il voyait tous les trous, stratégie, la boxe, la lucidité. Il y a le feeling, oui, et des fois c'est pas suffisant. Et la lecture, le côté un peu savate, le côté un peu Richard Silla, que des tailles ont aussi, hein. Tu sais, côté cadrage, ouais, bien sûr, les appuis, bien le timing. Pièges. Voilà, garder le contact, créer des failles, et pas qu'avec la puissance. Moi, je tapais, au bout du 3e, il cède, il va se passer quelque chose. Mais le jour où il cède pas, le jour où il bloque, demandez à Dekers Penacchio, allez regarder ce combat. Penacchio, c'était en 7-2-2, je crois, les 2-3 premiers rounds, il prend les middle plein pot. Après, il étudie, il prend jambe d'appui, il balaye, il décale. Dekers ne voit pas le jour. Parce qu'il n'a pas vaincu la force avec la force. Donc j'ajoute ça, et puis ouais, je continue à boxer énormément et encore à me blesser, parce que je suis monté de catégorie. T'as pris du poids? J'ai commencé à 72 kilos à ce poids-là. Et tu termines à 78, non? T'es malade, je termine à 84, 86, 88. Je pense même à me piquer. Il y a le K1. On me dit premier combat, 5000 €. Et c'est juste quand quelqu'un me regarde droit, je peux pas continuer à parler. Donc je vais. Non mais c'est juste que ça me dérange, monsieur, c'est pour ça. Oui, quand vous êtes droit dans mon axe, je peux pas me concentrer. Voilà, merci beaucoup. Les gens ils se posent et te regardent. T'es un DVD. T'es un animal. Les gens sont tellement habitués à ça, vous voyez. On est comme ça, les gens ils te posent dans la rue, ils te regardent. Voilà, vous voyez, le savoir-être à la française du 19e siècle, du 20e siècle, il est où? Monde de porc. C'est ça que j'aime bien aujourd'hui, c'est que dans le public, comme ça, on a des expériences. Est-ce que vous avez remarqué qu'avant, la bienséance aurait voulu, quand le passage est obstrué, que j'arrive et que je dise « Bonjour, je voudrais passer s'il vous plaît ». Oh bien sûr, allez-y. Et aujourd'hui c'est « Pardon ». Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on est trop timide pour parler aux gens, mais par contre, on ne se dérange pas pour les toucher. Et après dire pardon. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Vous venez d'assister à ça. Vous voyez quelqu'un qui est là, qui soit de se mettre discrètement pour ne pas me gêner, ou d'avoir la spontanéité, oh qu'est-ce que c'est une émission de télé, de lui parler. Ouais. Je me mets là, et d'un air comme si de rien se passait, regard appuyé. Et que ça soit masculin ou féminin, c'est dégueulasse. Hein. Enfin bref, voilà. Donc je continue dans le dur, je suis à 84 kilos, c'est pas moi. Excuse-moi, t'as des combats qui t'ont marqué là, tu vois, plus que d'autres dans cette période-là? Le combat en 2000 où je me pète, où je me fâche avec Jean-Marie.
aller chercher l'oseille. Ma femme est enceinte jusqu'aux dents. Au lieu d'être auprès d'elle, je vais chercher les 3000 € en Italie. Il faut de l'argent pour Maxi Cosi. Quand tu as un bébé, il faut de l'argent. Non, quand tu as un bébé, il faut être là. Anticipe avant un petit peu et l'argent, tu le créeras. Et quand tu as un bébé, il a besoin de quoi? D'un Maxi Cosi, d'un truc, de doses, de machin. Non, il n'a pas besoin de toutes ces conneries, de petites chaussures. Il n'a pas besoin d'un milliard de trucs. Il a besoin que tu sois près de lui. Il n'a pas besoin que tu te casses 8 heures ou 12 heures au boulot, que tu te fasses chier avec des gens que tu supportes pas, à pleurer à ces femmes qui les mettent en mode de garde au bout de 15 jours, ces enfants qui se sentent abandonnés, ces femmes qui se sentent des mauvaises mères, et on se retrouve à 17 h et on se pourrit parce qu'on ne s'est pas aimé de la journée. Donc l'erreur, et je me blesse, et je mange, et je me gaffe de prod, je me gaffe de compléments. Et pour prendre de la masse Pas forcément, mais c'est parce que je grossis comme tout le monde. Vous voyez pas que tout le monde a 5 kilos de trop? On nous empoisonne avec la bouffe. On a tous ce petit bide, on a tous ces inconforts acceptés socialement, fatigue mentale, psychologique, léthargie, je suis fatigué, obésité, surpoids, comme tout le monde. Sauf que moi, je mettais ça dans le boxeur. Beaucoup d'épaules, des pecs, de la muscu, mais je prenais comme tout le monde mon kilo tous les ans. Et je finis à 84-86 kilos. Quand je boxe Belloni, le dernier combat en 2011, je suis à 84. Je suis passé d'un roseau vif électrique à un poids lourd. Le lait, la viande, le sucre. Et encore, moi, je me dépense ça 2 ou 4 heures par jour. Oui, en plus, Imaginez si je ne le faisais pas. Et donc, voilà, je me transforme à boxe. J'étais explosif, j'éclatais les mecs rapidement. Je finis par être un diesel et gagner mes combats jusqu'au bout en usant les gens. Parce que mon corps est usé. Puis il n'y a peut-être plus le même peps dans le combat. La relation de couple qui se dégrade, tous les à côté. On regarde ce qu'il y a dans Punch Mag et ce qu'il y a à la télé. Comment il dort ce mec? C'est comment avec sa femme? C'est comment avec ses gosses? Combien il gagne? J'ai accumulé 4 ou 5 boulots, plus les combats, j'ai gagné entre 3 et 5 000 € par mois. Pas de plan de financement, beaucoup de frais, j'ai rien mis de côté. Je me permets une petite interlude parce que j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Combien gagnent les boxeurs ?» parce que c'est un sujet qui est vachement important. Parce que souvent les gens, quand tu dis « ouais je prends 3 000 pour un combat », ils disent « putain, 3 000 un combat, tu vois sur la soirée c'est bien payé ». Mais t'as l'entraînement, tu combats pas tous les mois, t'as les blessures, t'as l'investissement que ça représente, t'as les imprévus, parfois t'as pas de combat. Et puis si c'est bien payé, allez-y, faites-en un, vous verrez, vous allez demander 1 million. Après voilà, nous on fait pas ça pour l'argent, c'est clair. Et à côté de ça, vous avez d'autres boxeurs aujourd'hui. On a ceux qui sont au niveau du Glory, on a Cyril Benzekem, mon élève, qui a vraiment utilisé ses études de commercial et de marketing pour gérer sa carrière et qui aujourd'hui, qui boxe pas, il a un fonds de roulement, il a des sponsors, des partenaires, bravo à lui. Et on a des boxeurs qui continuent à être gardiens de gymnase et qui continuent à essayer de gratter un t-shirt. La culture de l'argent qu'on n'a pas développé. Mon point, c'est que mon souhait, entre guillemets, c'est que le Muay Thai permette aux gens qui s'investissent tellement d'en vivre. Tu vois. Bien sûr, d'en manger. Et on en est très loin, quoi, malheureusement. À part pour quelques-uns qui ça dépend pour qui, on en est très loin parce que les gens se taisent. Il y a très peu qui arrivent à en vivre. J'ai pas le chiffre, mais il y en a combien qui veulent en vivre? Beaucoup. Attends, ça c'est ce que tu penses. Vouloir en vivre, c'est faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire arrêter tout métier. Moi, j'ai arrêté le salaire qui tombe tous les mois sans me demander si ma fille allait bouffer. J'ai pris ce risque. Parce qu'il y a une différence entre vouloir et se donner les moyens. Il y a beaucoup de gens qui veulent être en bonne santé. Combien de personnes le midi, quand ils vont manger, quand ils regardent le plat, se demandent qu'est-ce qu'il a dedans mais en bonne santé? Ou qu'est-ce qu'il a dedans me remplit ou me fait plaisir? Donc il y a une différence. Combien de boxeurs, combien de combattants et combien de personnes aujourd'hui sont persuadés qu'ils peuvent créer leur richesse et vivre de leur talent? Je ne parle pas de le vouloir, je parle d'y croire. On est très peu nombreux. Non, mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis, mais moi, après, je pense que les gens, tu vois, ils commencent la boxe, ils progressent, ils deviennent classe A, ils charbonnent matin et soir. Entre deux, ils bossent parce que malgré tout, ça ne paye pas suffisamment. Pour l'instant, c'est difficile. J'espère vraiment que ça va, mais c'est difficile de leur dire il faut arrête de travailler, lance-toi et ça va marcher. C'est quand même, tu vois, c'est. Et c'est pourtant c'est ça la solution. C'est le gros paradigme dans le psyché humaine. Il y a le travail qui rapporte, l'école, les devoirs. Il y a quelque chose de sérieux. Et après, les loisirs. Les rappeurs, ils s'éclatent, ils ne gagnent pas des millions. Les chanteurs, les scénaristes, les poètes, ceux qui sont dans le cinéma, tous ces gens qui font des loisirs, tous les ébénistes, il y a plein de gens qui s'éclatent à faire ce qu'ils aiment. Et on n'a pas associé, nous, plaisir et richesse. Comment ça se fait que je sais pas mon cas, comment ça se fait que sur le même plateau, je boxe Moussa Sissoko, à Bercy, il y a la télé, il y a Canal+, il y a le je sais plus quel truc de striptease, il y a des sponsors, il y a de l'oseille, on est à Bercy. Comment se fait-il que ce jour-là, le banner, il peut prendre 50 000 €? Comment ça se fait que ce jour-là, Mourad Sari peut prendre 30 000 ou 20 000?
Et comment ça se fait qu'Aurélien Duhart, il se contente de 5000? J'ai pas la réponse. Ah bah, elle est très intéressante. C'est qu'Aurélien Duhart, il s'est dit dans sa tête, la boxe, ça paye pas. Aurélien Duhart, il s'est dit, faut que j'ai un travail à côté. Et tout ce que je pense devient ma réalité. Tout simplement. Et j'ai toujours cru dans ma tête que la boxe ne payait pas. Et ça validait ma croyance. Je fais de la boîte de nuit, ça validait mon côté dispersé. Okay. Le banner y a cru dès le départ, il a eu des sponsors, il est parti chez les lourds. Ce que tu crois, le vœu de pauvreté, combien de personnes se lèvent le matin et se disent, tiens, avec ce que je connais, avec ce métier, ça fait 20 ans que je fais gagner des milliers, des centaines de milliers d'euros à mon patron. Est-ce que je pourrais me faire gagner à moi quelques dizaines de milliers d'euros? On n'a pas la confiance. Va dans le salariat. Ta passion, ton... Voilà. Ça, c'est pas sérieux. Hein. Non, mais ça, c'est ton plaisir, hein, mais comme travail. Mais comment tu... Combien de fois on l'a entendu, ça? Non, mais... Moi, j'ai dit à maman, écoute, maman, je suis à la fac. C'est trop long, il faut être prof de sport, ça me saoule. Je veux boxer. Et ma mère m'a dit, ça rapporte? Je dis, je sais pas. Moi, je commençais, je dis, je ne sais pas. Ça me rapporte en émotion. Je vibre, je vis, je suis libre. Je me lève à l'heure que je veux, je me couche quand je veux. Je dispose de plus de 2/3 de ma journée. Je diminue mes consommations, je vais moins au restaurant, je paye moins de verres. J'achète moins de trucs. Est-ce que j'ai besoin d'autant de paires de chaussures? Est-ce que j'ai besoin du dernier téléphone? Aujourd'hui, des téléphones, c'est un salaire, quoi. Tu vois? Il y en a combien à la maison? Toutes ces dépenses fictives, imaginaires. On n'a pas besoin d'argent pour être heureux. On a besoin d'être épanoui, d'être libre. Et une fois que tu sauras ce que tu veux, que ça t'anime, que tu auras baissé tous ces pôles de dépenses inutiles où tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin pour être aimé de gens qui ne t'aiment pas, le paraître. Et bien là, tu te dis, waouh, j'ai ma journée, j'ai du temps, j'ai une pomme, j'ai un truc, j'ai un toit sur la tête. Ça suffit. Et je ne suis pas misérabiliste. Hein. Et ensuite, c'est à partir de ça. Quand tu mets ta foi, quand je me levais le matin, j'étais riche, pas en euros pendant 20 ans. Ouais, la boxe, j'étais riche de temps, riche d'expérience, riche de loisirs, riche d'espoir, riche de soutien pour tous ceux qui passaient 8 heures dans les bureaux quand ils me voyaient et que je leur parlais de ma passion. Ça leur faisait pas du bien à eux? Quand tous les soirs, ils arrivaient à mon cours, qu'il y avait Duhart, qui avait la patate et qu'après avoir trimé 8 heures pour un salaire de merde, un métier qu'ils n'avaient pas choisi, ma folie à moi, mon côté marginal, ça ne servait pas à tout le monde. Et je travaillais aussi, donc l'idée, elle est là. Si tu penses que ta passion ne te nourrira pas, tu as entièrement raison. J'ai mis 20 ans à comprendre. S'il te plaît, mets 20 minutes. Ouais. Mets 20 minutes. Toute la période, tu considères que toute la période où tu as travaillé en même temps que tu boxais, tu aurais dû te lancer tout de suite? Moi, je n'y croyais pas à l'entrepreneuriat, je ne mettais pas de côté. Quand j'ai arrêté, vers 2008-2009, je faisais un combat par an. Quand j'ai commencé à boxer Kao Clay, Tyrone Spong, le ouf, les mecs 20 ans de moins que moi, enfin bref. Je perds au point, l'autre je prends un KO. Kao Clay, bon, avant de revenir là-dessus, j'avais une maxime. Un boxeur qui n'a jamais pris un KO, ça n'existe pas. J'ai 122 combats, j'étais compté 2 fois. 2 fois je me suis relevé, 2 fois j'ai gagné. KO Clay, c'est ton premier KO? Ouais. Crochet du droit, non? Il peut ouais, un cross du droit, je m'attends à ses jambes, tout est bien passé, la stratégie, je bloque, je remise, tout est bien. Je suis pas focus sur son point. Autre chose, je dis c'est mon dernier combat. J'ai boxé avant, Tyrone Spong, je crois, ouais. Et j'ai fait 3 rounds, je me suis fait masser, mais je suis content, j'étais pas pour gagner, j'étais pour tenir face à ce jeune homme. Il bottait le cul à tout le monde. Ouais. J'étais pour finir debout. Des fois, en tant que coach, votre combattant, il y va pour voir qui il est. Ouais, bien sûr, ouais. Il y va pour finir debout. Mais tu vois le décalage, si le coach, toi, tu y vas pour qu'il gagne, il peut y avoir un sacré décalage. Ouais. Donc, je disais à tout le monde, un boxeur qui n'a jamais été mis KO, ça n'existe pas. J'annonce mon dernier KO Clay à quelques mètres d'ici, là-bas, à Carpentier de moi, ouais, dans le 13e. Qu'est-ce que vous croyez qui m'est arrivé? J'ai pris un KO. Ouais. Prophétie autoréalisée. Tu te souviens à vélo quand tu étais petit? Je vais tomber. Tu tombes, tu remontes dessus, ça passe. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même vélo, c'est le même tremplin, c'est le même bonhomme. La puissance de la pensée. Et donc j'ai pris ce KO et là j'ai dit non, je pars pas là-dessus. C'est là que j'ai redécidé de reboxer Belloni. Ah d'accord, ça c'est intéressant. Voilà, je voulais pas partir, non pas sur une défaite, sur un KO. Sur une frustration. Mais imaginez, tu arrives en boîte de nuit, tu es prêt à danser toute la nuit. Au bout de la première musique, on dit on coupe la musique, on ferme le bar, tu rentres chez toi. Frustration. Ah, bien sûr.
T'arrives avec ta chérie, elle dit on va se câliner pendant 2 heures. Au bout de 5 minutes, elle dit allez maintenant c'est fini. Tu serais dans quel état? Quand on a envie de bober, oui là t'as mieux compris là. Merde. Quand j'ai envie de boxer, on est comme ça, c'est une érection. On est comme des fous, on est comme des guerriers, on désire ça. L'importance des arts martiaux, c'est que ça m'a appris que je pouvais, en fin de carrière, diriger mon mental. Pas de temps en temps, pas ah oui ce combat j'ai rêvé KO, crochet gauche, 2e round et j'y ai cru, j'en ai parlé, il y a certaines interviews, tu lis les interviews avant Spong, j'annonce ma défaite. Ouais. C'est le choc des générations, il est très fort, je ne parle que de lui. D'accord, ouais, t'es pas. Je suis focus sur lui, je suis fan. J'étais sur le ring, je le regardais boxer. Oh putain, il est fort, oh il est bien. J'étais fan de lui. J'étais pas là pour lui péter la bouche. Ouais. J'étais là pour être avec lui sur le ring. Mmh. Regardez, 20 ans et même lui, il m'a porté en triomphe et tout. C'est particulier, mais j'étais pas conscient de tout ça. Donc en fin de carrière, je commence à en avoir marre. Ça paye pas, j'ai fait un combat en 2008, un en 2009, un seul en 2010, je crois en 2011. Je commence à en avoir marre, j'arrive au bout. Je sais pas quoi faire d'autre. T'en as marre. Comme dirait George Foreman, si vous ouvrez mon crâne, vous trouvez qu'un gros gant de boxe. Moi, j'avais plein de cordes à mon arc. J'ai connu la boxe à 21 ans, j'ai commencé, souvenez-vous. J'avais plein d'autres trucs. La poésie, l'humour, j'étais un clown. J'étais un clown. J'imitais, avant d'être fort, j'étais drôle, j'imitais le Collard Show, j'imitais bien avant les Guignols, tout ça, Coluche, j'écoutais Rire et Chanson, j'apprenais les sketchs par cœur. Moi, c'était rap et rire, tu vois. Et arrive la fin de carrière, je m'ennuie, je suis gros, mon couple qui bat de l'aile, je vois plus mes abdos, je sais que je vais plus m'entraîner 4 heures par jour, j'ai pas de passion, je finis dans un gymnase, donner des copains. Il n'y a pas de saut métier, mais il faut que je continue à kiffer, il faut que je continue à vibrer. J'ai trop connu des choses intenses, tu vois. Et la naissance de mes enfants, recevoir mes amis à la maison, ça c'est intense, tu vois. Aller manger chez maman le dimanche, ça c'est intense. Être là avec un pote en pleine semaine et dire regarde, on a tout notre temps, on parle de ce qu'on aime et on est au soleil, quoi. Ça c'est intense. Non, c'est vrai. Tu vois, c'est pas gagner des coupes et être tout nu à Bercy, tu vois. Tu t'y retrouvais plus dans tes. Enfin, voilà, ouais, je me retrouvais plus. Il fallait tourner la page, quoi. Ouais. Et là, 2 choses. Qu'est-ce que j'ai pas travaillé? L'argent. Je gagne pas. Et je commence à m'intéresser au coaching, à la confiance en soi, aux connaissances de l'humain, aux croyances limitantes, au développement personnel. Et tout fait bon sang, mais c'est bien sûr, j'identifie pourquoi j'ai gagné, comment j'ai gagné, pourquoi j'ai perdu et comment j'ai perdu. Ouais. Et c'est pareil sur l'équilibre de la balance, il n'y a plus de culpabilité. Ah ouais, il y a de la compréhension, il y a de la responsabilité. Et là, je me dis waouh. Tu repasses le film de ta vie et tu comprends tout, quoi. C'est ça, combat après combat, je repasse le film de ma vie, combat après combat, et je me dis je comprends tout. Il faut. Ça va, vous dérange pas? Non, je viens le cadrage, il est parfait. Merci, c'est gentil, merci. Ah, vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, on a un truc, on donne son avis, c'est la nouvelle civilisation. On dit pas bonjour, c'est salut, t'es où? Ou envoie-moi un truc. Je vous l'avez dit que la vie vous apprendra ça. La modernité est comme ça, on apprend dans le monde qu'on est comme ça. Il y a une expérience dans la vie et on s'incruste. C'est ce qu'on appelle l'individualisme et on est tous concernés. Et tout ça, c'est pas ce monsieur, hein, c'est l'histoire de l'humanité. Alors ça, c'est une façon de voir les choses, pardon. Oui, voilà, vous voyez, maintenant, on lui a pas demandé de son avis, et il va nous le donner quand même. Voilà. C'est aussi le sens collaboratif, l'aide, la participation. Moi, quand je vous dis c'est bien cadré, c'est pas un avis pour vous dire non, c'est juste, c'est bien cadré. C'est pas un avis. C'est pas le pouce de Facebook, attention. C'est pas un avis. C'est pas le pouce de Facebook. C'est pas un avis. Tout n'est pas noir et blanc. C'est pas un avis. C'est pas un avis. Oui, non, pourquoi c'était pas un avis? Non, c'était quoi alors? C'était quoi? C'est un encouragement. D'accord. Mais est-ce que vous êtes demandé à un moment si ça nous dérangeait ou si ça nous convenait? Est-ce que vous êtes demandé à un moment? Est-ce que vous êtes rentré en relation? Est-ce que vous avez dit bonjour? Non mais je vous demande, je vous pose des questions moi. Je peux poser la question. Voilà, je vous remercie monsieur. Merci. Qui est nouvelle. Monsieur, je vous remercie monsieur, je voudrais continuer à travailler. Je me dérange si vous... Voilà, merci monsieur, bonne journée, merci. Donc vous voyez, le premier risque de cette civilisation individualiste, c'est que avant quand je bousculais, je disais je suis désolé et je réparais. Vous avez vu aux arts martiaux, je te mets un coup dans la coquille, qu'est-ce que je fais? Oh, excuse-moi, oh non mais je m'en fais exprès, non mais c'est parce que t'as mis tes couilles au bout de mon pied quand même. T'as vu, non, est-ce que c'est pas ce monsieur s'il vous plaît? On est tous comme ça. Irresponsabilisation, justification, intrusion dans la vie des gens, ça s'appelle du harcèlement. Les gens s'ennuient tellement, la vie est tellement fade et tellement pourrie que dès qu'on voit un sourire, dès qu'on voit quelqu'un briller, soit faut qu'on le coupe, soit faut qu'on l'intéresse, soit qu'on rentre. Mets ton manteau, mets tes chaussures, va à l'école, fais du sport. On donne son avis à tout le monde. Vous voyez ce monde? Alors que ce monsieur, il est toute sa tête. Bien habillé, certainement il mange bien, éduqué. Si ces gens-là aujourd'hui n'ont plus le recul, qui l'a? Eh bien nous, ceux qui pratiquons les arts martiaux, je suis dérangé profondément monsieur par ce qui se passe. Pour votre plaisir personnel et égoïste, vous vous permettez d'arrêter le mien. Et on appelle ça la liberté.
La liberté, c'est pas la chienlit. La liberté totale, c'est est-ce que ma liberté entrave celle de l'autre? Et la question ne se pose plus. Aujourd'hui, il y a des individus qui veulent exister, briller, vibrer et d'une manière ou d'une autre, rentrer dans la vie des gens. Il y a le viol physique, le contact physique, ça c'est puni par la loi. Et le viol de l'espace personnel, le viol du silence, le viol de notre discussion, le viol de ma conscience, le viol de mon âme, le viol de mes valeurs, ça, on le fait tous. Et derrière, vous avez vu le réflexe, oh pardon, vraiment désolé les mecs, je croyais. Un homme aurait dit ça. Un être humain éduqué. Oh, ok, mais qu'est-ce que je suis maladroit. Et non, mais parce qu'il y a moyen, ça m'intéresse, il y a moyen de savoir ce que vous faites, oui. Non, si, j'ai pas fait ça, ce n'est pas, non mais c'est pour si. Justification. Justification. Se justifier, c'est le diable en personne. Tes amis ne te croiront pas. Pardon, tes amis n'ont pas besoin de tes justifications et tes ennemis ne te croiront pas. Et vous avez vu mon silence? Ne parlez plus avec le mental, on est une civilisation où on est mangé par notre tête et il faut qu'on donne notre avis. Quand on ne l'a pas demandé sur un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas étudié et en plus, si possible, à des spécialistes. Fermez-la. Et vous vous rendez compte, quand vous rencontrez 100 personnes comme ça toute la journée, qui vous ont dit « Ah ton blouson, ah ton truc », que ces regards extérieurs, depuis la maternelle, depuis la crèche, depuis dans le ventre de ta mère, mais comment voulez-vous que l'on reprenne notre pouvoir? Et voilà où en est la civilisation. Ce ne sont pas les Illuminati qui nous contrôlent, c'est pas Bilderberg, c'est pas je ne sais pas trop quoi, le nouvel ordre mondial. Je ne crois pas à tout ça. Tout ça, ce sont des individus. Aujourd'hui, les parents contrôlent leurs enfants. L'entraîneur va te dire non, tu voulais mettre des poings, mets des jambes. Mais moi, je suis mieux en commençant avec des poings, mec. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Et où est l'éducation martiale? Où est la responsabilité? Où est le discernement? Vous l'avez vu sur un phénomène de la vie. Et ça, aujourd'hui, c'est tellement dérangeant d'avoir quelque chose de filmé. La pulsion individuelle de l'ego non contrôlé amène à avoir besoin d'un contact et d'un soutien constant. Et quelle que soit la nature de ce contact, que ça soit « oh merci », me faire jeter, l'ego préfère se faire rejeter que d'être ignoré. On préférait que notre père nous insulte ou notre frappe ou nous jette un truc plutôt qu'il ne nous voit pas. La meuf ou le mec qui t'intéresse, tu préfères qu'il te dise « non, tu pues » plutôt qu'il ne te calcule pas. Donc, voilà une forme de brutalité moderne, socialement acceptée, justifiée. À aucun moment il a été désolé. À aucun moment. À aucun moment il a été désolé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va recommencer 200 mètres plus loin. Et dans la journée, quand tu croises 100 personnes comme ça, tu rentres chez toi le soir. C'est usant. Mais t'es dans quel état? Bien sûr. Et quand toi-même, après avoir reçu, qu'est-ce que tu vas faire? À ton tour, tu vas remiser sur quelqu'un. Voilà, je suis ravi de cette interview. J'espère vraiment qu'il y a un peu laissé un petit peu de ces bouts au montage. Je vais recouper du tout. Voilà, recouper, de voir comment c'est. Donc, allez pratiquer les arts martiaux pour contrôler ça. Contrôler ma force, contrôler ma puissance, ma souplesse, contrôler ma respiration, contrôler ma peur dans un lieu clos. Et ben, dans les situations du quotidien, je vais pouvoir justement contrôler mon immaturité, contrôler ma brutalité. Contrôler. Vous voyez, si un ado fait ça, on l'accueille, un enfant. Oh salut, ça va, merci et tout. Là, c'est un adulte. T'es censé connaître les lois du savoir-être. Bonjour. Moi, des fois, je leur dis, ma mère, elle m'a dit, tu réponds pas aux gens qui disent pas bonjour. Vous savez pourquoi je fais ça? Je vous ai peut-être surpris. Parce que moi, comme ça, entre les messages, dans la rue, j'en ai entre 50 et 1000 par jour. Il n'y a plus personne qui me dit bonjour. C'est normal. Allô, t'es où? Bonjour, envoie-moi un mail. Salut, comment on fait pour être coach? Il y a à peine un salut. Salut, où je peux trouver ton livre? Bonjour, donne-moi. Vous comprenez le réflexe? Bonjour, donne-moi. Waouh! Avant, c'était non. Bonjour. Waouh, merci pour ta chaîne. Ça va la famille? Comment tu vas? Aujourd'hui, je ne te connais pas, mais c'est pas grave. Et comment ça va la famille? Et ta santé? Ah tiens, lui, la chaîne du mois. Et t'as des followers en ce moment? Ça se passe bien? Et c'est qui que t'interviews l'an prochain? C'est ça? C'est ça, faire attention à l'autre. Bien sûr. Ou au moins avoir la décence et la correction de la fermer. Si tu sais pas quoi dire, ferme-la. Ta gueule, non mais c'est intéressant ce que tu dis, je partage beaucoup de tes avis. Brutalité institutionnalisée, reste 8 heures sur une chaise, ne bouge pas et dis la bonne réponse. Et donne ton avis sur les trucs que tu comprends rien. Voilà. Et voilà, tellement tu as été brimé, là tu donnes ton avis sur des choses, enfin bref. Avant que tu nous parles de tes activités par la suite, parce que du coup tu as dit voilà, tu as voulu tourner une page, ça m'intéresse de voir ce que tu as fait par la suite et ce que tu fais maintenant. Ouais. Je voudrais te parler de ton combat contre Danny Bill. Mon grand ami Danny. Est-ce que vous étiez déjà amis à ce moment-là ou est-ce que tu l'as rencontré suite à ce combat? On était déjà pas vraiment amis, connaissances respectueuses. Okay. Je l'adorais. Ouais. Il n'était pas dans ma caté, Danny. Il était en 67. Ouais. Moi j'ai commencé en 72 déjà, donc tu vois. Et je l'appréciais bien sûr. Et surtout on avait d'autres points communs, c'est que Danny est un passionné de musique, il a produit des groupes de rap, il a produit du son. Ah,
c'est une banque de données. Hein. Et moi, je suis un grand passionné de hip-hop. Et autre chose, de 93 à 2000, j'ai travaillé la nuit. Foley Spigal, Factory, Charlie's, très hip-hop. Et beaucoup de boxeurs, après les combats, ils sortaient le week-end. Donc moi, j'étais à la porte, je les croisais, j'allais au bain-douche, aux soirées, tout ça, on se croisait. Et donc, ouais, combat fantastique. Quand on nous l'a annoncé, c'était pratiquement... Excusez-moi. Oui, madame. Vous avez vu un groupe de randonneurs? Oui, ils sont passés par là, madame. Je les ai vus tourner juste là. Oui. Merci. Je vous en prie, madame. Bonne journée à vous. La douceur féminine. Voilà. Deuxième exemple. Une personne qui a besoin d'aide et qui a besoin d'exister. Et qui arrive, excusez-moi de vous déranger. Ouais. Elle est perdue, elle a un stress, elle a un réel besoin. Elle n'a pas une envie comme l'autre là, qui voulait en rajouter. Elle cherche ses amis, elle est perdue. Et là, elle voit deux personnes. Excusez-moi de vous déranger à voix basse. Vous n'auriez pas vu? Vous avez vu ce que c'est? Merci. Ah, la vie est belle. Au même moment. Contre-exemple. Vous avez vu? Il y a thèse, antithèse, synthèse. Maintenant, qui vas-tu être? La force mâle, la force virile, brutale, et des femmes font ça, c'est encore pire. Ou te servir de ton yin, le yin et le yang, de ta féminité, de ta douceur. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, est-ce que vous êtes disponible? Bonjour, je peux vous parler? Bonjour, vous avez une minute? C'est où ça? Enfin, merci madame, elle m'a subjugué, merci. Donc, Danny Bill, le combat n'aurait jamais dû se faire. Ouais. Et Danny, d'ailleurs avec qui je monte un orphelinat bientôt, les étoiles de la maison. Il y a un site web, il y a quelque chose Ça arrive, retenez le nom, parce qu'on est sur deux idées. Soit un orphelinat, un bâtiment qu'on va créer de toutes pièces au Cameroun. Danny a hérité d'un bâtiment et il voudrait, au lieu d'en faire un local commercial des enfants, un lieu de vie, et avec la particularité, tout le rez-de-chaussée, un camp de Muay Thai, voilà. Offert entièrement par Venom. Comme ça. D'accord, ok, magnifique. Parce que l'idée les fait kiffer, quoi. Magnifique. Et on a une autre idée, c'est qu'il y a un village déjà existant qui reçoit déjà des enfants. Au Cameroun, au Cameroun toujours. On aimerait aller voir ce village et peut-être les aider à se développer. Parce que je crois qu'on a eu les yeux un peu trop grands de développer toute la structure. Donc on est en pourparlers là-dessus. Donc voilà, les deux boxeurs qui se sont affrontés, qui se sont fait mal, qui ont grandi et qui 20 ans après se réunissent pour à leur tour aider ces gamins à devenir forts et avoir des informations bien avant nous. Super projet. Ouais. Super projet. Donc on répète le nom? Les étoiles de la maison. Je le mettrai en commentaire. Merci. Et puis si un jour il y a un site, je mettrai le lien. Ouais, ça arrive bientôt. Là, on a fait les statuts de l'association, on a ouvert le compte, on a le banquier qui nous aide en plus. On a déjà toute la cuisine. La clinique de Saint-Mandé, j'ai oublié, nous donne une cuisine équipée, professionnelle. On a toute la cuisine. Le camp de boxe, il y a déjà à manger. Il y a de quoi se taper dessus. Hein, il reste un peu de livres, de quoi dormir. Il y a tout ce qu'il faut. Permaculture. Pédagogie différenciée, il est plus facile de bâtir un enfant fort que de reconstruire un adulte démoli. N'est-ce pas? Bien sûr. Aurélien, si tu le souhaites, tous les sponsors qui t'aident dans ce projet-là, on les mettra dans la description. Oh, merci, avec plaisir. Et puis, si tu as toutes les infos que tu peux me donner, je t'enverrai ça. Retrouverai dans la description de la vidéo. Ouais. Danny est coincé aux États-Unis parce qu'il fait beaucoup de stages. Il est parti en Amérique, Danny. Hein. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Et donc, il revient dans un mois et on repart, nous, là-bas pour choisir le lieu. Et d'ici un mois, on dira. Et aussi, si toi, tu as envie d'aider ou financièrement, ou même, on a des bénévoles qui viennent sur place nous aider, des entreprises qui viennent dans leur cadre de leur travail, donner formation informatique, formation à l'anglais, permaculture, passer quelques jours avec nous, retaper un peu les bâtiments, donner des cours de moi. On a un Thaïlandais qui va venir un mois, tous les mois, on fait venir un Thaï pour leur apprendre. Vous les voyez les Francis Ngannou, les Danny Bill, tout ça, qu'on en a 3-4 chez nous, il y a des meutes là-bas. Hein, dans 2-3 ans, on va sortir des classes B, des classes A, et je vais vous dire ils vont nourrir leur village pour 1000 €, tu vois. Et préparez-vous les gars. Hein. En Afrique, ils s'entraînent, Danny, la montée des camps là. C'est des morts de faim. Intéressant, très intéressant. Donc le combat, Danny était chez Rachid Sadi du RM Boxing, qui organisait beaucoup à l'île des Vannes. Il faisait plein de combats et il voulait une rencontre franco-française. Et dans ma caté, on ne voyait pas à cette époque-là, il y avait des très bons boxeurs, mais de termes médiatiques. Il a pensé à Danny. Danny était un peu lourd. Il était monté, je crois, à 100 kilos à une époque. Et donc voilà, on décide de se boxer et on signe le combat. Et je lui dis à combien maximum tu peux descendre. Et il me dit 80. Moi, j'étais à 84 par là. Je dis OK, on signe à 80. Et comme ça, on a parlé, une terrasse de café, on l'a fait. Et je me rappelle que je lui dis viens, on chauffe. 93, 94, hein, NPM, moi plutôt le 113, la match avec un free, lui plutôt moi plutôt kick, ouais, d'accord, lui plutôt un peu
Kaira, moi je suis le mec, il est à la fac, il parle bien, tu vois. C'était la guerre quoi. Et on se L'opposition de style quoi. L'opposition de style, non, on se fait dans Punch Mag. Lui il me dit ouais, Duhart, je sais pas trop quoi, t'es prévisible. Moi je lui mets ouais, Dany, je suis pas un petit taille de 70 kilos, je vais te faire très mal. Bon esprit quand même. Comme si les petits tailles de 70 kilos faisaient pas mal. Ouais, mais complètement bon esprit. Ouais. On l'avait négocié avant. Pas le trash talking qu'on a maintenant. Bah il y en a, mais c'est négocié, c'est pour vous faire venir bien souvent. Ouais, oui. Je sais qu'entre Mayweather et McGregor, ils ont pris de l'oseille sur qui va soutenir les verts et qui va soutenir les rouges. Encore cette division des pauvres qui enrichit les mêmes. Ouais. Vous commencez à comprendre ou pas? Ils payent leur ticket les gens pour voir les bleus battre les rouges, pour voir Dany battre Duhart. Nous c'était un truc plus éthique, mais vous faites avoir avec cette pseudo-division. L'argent finit dans les poches de ceux qui se battent soit sportivement, ou que ce soit des partis politiques ou autre chose. Ils se battent pas. Ils organisent tout ça pour récupérer vos sous. C'est vous qui vous divisez. Eux, ils mangent ensemble. Dany et moi, on était ensemble. Donc on organise ce combat. Je crois qu'on a mis 6000 personnes au Palais des Sports de l'Île des Vannes qui en contient 4000. Il y avait des gens sur le toit, il y avait des gens dans le vestiaire. Tu sais, le catwalk, je sais pas comment ça s'appelle, le truc où tu montes pour marcher sur le ring. Il y avait des gens dessus, j'enjambais les gens. Ils me tapaient, ah, Duhart, on va te casser les... Et c'est trop fort parce qu'une des dernières choses que j'ai entendues, la légende, c'était que Dany était très fort en low kick et là était très fort en low kick. Il s'en souvient pas avec son humilité. Ça s'est fini au deuxième round. On a fait qu'un round d'observation. Il m'a mis 3 low kicks au premier round, au même endroit. Je les ai sentis pendant direct, 15 jours. Ouais. Non, direct et pendant 15 jours. 3. Il te frappe sur le muscle tendu. Quand tu recules, ah là là, ses lèvres bougeaient. Il m'a hypnotisé. C'est un truc de fou ce combat. J'ai fait qu'un round, c'est un seul round, c'est un truc de fou. Donc ma stratégie, c'était bien sûr d'aller dans le dur, dans le physique et de l'asphyxier. J'avais la caisse, c'était nullement de le blesser. Par contre, lui, c'était la stratégie. Duhart a des grandes jambes. Personne ne s'est jamais posé la question. J'ai jamais eu fracture aux jambes. Ouais. J'ai pris des low kicks, j'ai remisé. Je me suis fait massacrer les jambes par des Hollandais. Et je me suis toujours remisé en torse des genoux. Et là, le chemin, une des dernières choses que j'entends en allant sur le ring, il va te casser les jambes, il va te casser les jambes. Dany, c'était sa stratégie, il me cassait les jambes. Et là, il y a un moment sur un blocage, il frappe. Tu croises ton blocage, je crois. Voilà, le blocage, c'est pas blocage dur, je crois. Blocage dur, jambe gauche, ouais. Bah, vraiment blocage dur. Ouais. Blocage dur. Et là, ça casse au moment. Donc le tibia et le péroné sont alignés, ça casse. On entend le clac. Et là, il pose le pied, c'est toujours aligné. Ouais, ça va encore. Et c'est quand il pousse pour l'appui que là, il n'y a plus l'alignement, clac. Et là, wow, et des personnes, on se dit, regardez Duhart, il se montre, imaginez-vous, j'ai le protège-dents, j'ai le gant, l'arbitre me regarde moi, et moi je fais, avec le protège-dents, je montre l'horreur de ce que je vois. Choqué quoi. Il y a des personnes qui se sont autorisées à penser à ma place. Et dire quoi en fait, je comprends pas. Ils se moquent. Ah, quand tu montres, c'était bon, d'accord. Qui rigolait parce que mon protège-dents était blanc. Alors que j'ai pas le réflexe de cracher, de dire, putain, il y a fracture. Ouais. C'est grave, allez-y quoi. Moi j'ai mon protège-dents, je suis sur le ring, moi je suis pris entre sauver ma peau. Il va peut-être se relever et puis il faut que ça reparte, hein. Je sais pas ce qu'il y a moi à ce moment-là. Et donc je sens ce truc là, et là on va au sol, on salue et tout. Et je crois que ce sera son histoire à lui. Hein. Le corps qu'a fait le yo-yo, c'est un 63 kg à la base. Il a demandé à une charpente de porter 120 kg pendant des années. Il a demandé beaucoup à son corps, il est revenu, il a fait un combat avec moi dans le dur. Voilà, Ce que j'ai appris, c'est que durant son interview, parce qu'il a eu la gentillesse de m'accorder la même interview que toi, il a reboxé après ce combat-là. Je ne le savais pas. Je pensais que ça avait mis terme à sa. Il a reboxé 2 fois, je crois. Il a refait une Super League. Il a boxé plusieurs fois, bien sûr. Il ne voulait pas terminer sur une blessure. Il a reboxé, bien sûr. Comme tu n'as pas voulu arrêter sur un KO, il n'a pas voulu arrêter sur une blessure. Bien sûr, sur une défaite. Donc combat magnifique. Et regardez encore le coup de genou sauté que je fais où il se baisse. Ouais, je passe par-dessus. Je me rappelle de ça. Ouais. Regardez tous les coups de genou sauté, on passe à côté, on bloque. J'ai rarement vu où il se baisse. Ouais. Incroyable. Combat magnifique. Quoi. Et puis voilà, cet honneur d'avoir été avec lui sur le ring. Et puis quelques années après, de se dire, lui et moi qui n'avons pas gagné beaucoup d'argent avec la boxe, qui nous sommes fait escroquer, on lui doit encore des sous, on me doit encore des sous. On était il m'accordera, crédule. Ouais, ce mec, devant la boîte de nuit, et Dany, pareil, qui balayait tout le monde, face à l'argent, on fait confiance. On ne savait pas faire. On n'a pas d'éducation. Ouais. Et moi, notamment, face à l'amour aussi. C'est ce que j'ai décidé quand, en 2011, j'ai posé les gants. Pascal Lafleur, qui m'a formé au coaching mental, qui m'a formé aux croyances limitantes sur l'argent. Lui-même formé par Raphaël Mailleux de EcoSport, les premières formations que j'ai faites en développement personnel, qui m'a dit Aurélien, t'en veux à la boxe.
Tu as la colère après la boxe. Ça fait 20 ans, tu vas finir gardien de gymnase ou tu vas arrêter comme tous ces mecs dégoûtés. Et si on va faire la liste maintenant de tout ce dont tu as été payé autrement qu'en euros. Qu'est-ce que la boxe t'a permis? J'ai commencé à écrire des pages, ça ne s'est jamais arrêté. Et là, j'ai vu la richesse. Et là, je me suis dit, waouh! Et donc, à l'époque, tu t'es fait carotter pour ta boîte de nuit. Tu t'es pas associé avec Jean-Marie à haute tension. Tu l'as incrusté des gens dans les boîtes de nuit. Non seulement ils n'ont pas partagé avec toi, mais ils t'ont même viré des boîtes de nuit où tu les avais incrustés. Tu te fais carotte tout le temps. Il y a 5 ans, tu prends un bar avec ta sœur, tu prends 15 000 de carottes. Tu boxes avec Kepchi, il doit de l'argent. Un autre promoteur, il doit de l'argent encore. Oh! Quand est-ce que tu arrêtes de te plaindre et que tu vas apprendre à arrêter de te faire enculer? Ok? Comment ça se fait que les gens, ils t'escroquent? Donc j'ai été travailler mes croyances limitantes sur l'argent. Comment ça se fait que dès qu'une femme te parle, dès que tu as passé 2 jours avec elle, tu lui mets l'importance et t'es à ses pieds, comme la mère de tes enfants. Oh! C'est quoi cette dépendance affective? Est-ce que d'ailleurs les gens dans le business n'en profitent pas pour te carotter parce que tu pardonnes facilement et que tu es gentil? Est-ce qu'en vérité, cette surpuissance que tu nous as montrée devant les portes de boîtes de nuit et à Bercy, face à l'argent et face à l'amour, t'es pas aussi down? Tu saisis, tu vois? Donc j'apprends ça et bam, je redors, je regarde mon passé avec ah ouais, la liberté, la puissance, les copains, les sparring, les femmes que ça m'a amené, les sorties, et même toi à ton niveau. Pendant que tu es à l'entraînement, tu penses pas à tes problèmes, tu n'as pas de maladie. Si ton couple c'est un peu dur, eh ben, tu te libères. Tu n'es pas en train de saouler tes enfants. Tu développes ta santé, ta confiance, ta souplesse. Et c'est tout ça qui m'a fait. Maintenant que tu as fait tout ce travail, maintenant que tu sais la valeur de ton parcours, c'est maintenant que tu vas pouvoir le vendre. Sur le moment, tu n'étais pas conscient. Bien sûr, okay. Et c'est là que j'ai commencé à passer, je te parle ça de 2008-2009, 30 € de l'heure, cours particulier par une boîte. Je prenais 30 € de l'heure. Alors non, c'était 8 € de l'heure. Je ne connais pas trop bien les salaires BPGEP, tout ça. 30 € de l'heure pour commencer. Waouh, je fais 3 cours, je rentre avec 100 € dans la journée. C'était énorme par rapport à avant, tu vois. Et après, je commence les cours particuliers et plus. Après, moi en direct, je suis à 50, 80. Je trouve à des gens, quand Pascal il me dit, moi, tu sais les cours de PAO que tu fais à des mecs là, gratuitement. Ben moi, il y a des chefs d'entreprise, ils me donnent 100 €. Et j'en ai 8 par jour. Hein? Et je fais ça 5 jours par semaine. Comme toi. Tu fais le compte? 5 x 8. Attends, 8 x 100, ça fait 800 sur une journée, on est bien d'accord? Je suis pas bon en maths. Hein. Ça fait 800 sur une journée, d'accord? 800 sur une journée. Sur 5 jours, 5 x 8, 40. 4 000 € sur une semaine. Ça t'intéressait? Déjà, tu crois pas. Si là, je te dis que j'ai fait une conférence la semaine dernière et que j'ai pris 2 000 € pour 20 minutes, peut-être, à part si tu gagnes très très bien ta vie, tu vas tiquer. Mais même moi, j'y croyais pas il y a quelques années. À qui tu vends tes services? Le vœu de pauvreté. Ah, la boxe, ça rapporte pas. Ah, il n'y a pas d'argent. Ça sert bien à certains. Ah, il n'y a pas d'argent là-dedans. Ça va faire que tu vas accepter la condition. Non, je transmute ça. Trouve-toi un sponsor. Moi, j'avais des sponsors vestimentaires, toujours. Homecore à l'époque, le sponsor de Joe Star et de Julia Chanel. Après, j'ai eu Rumble. Après, j'ai eu Lacoste. Mais Yakuza, t'as pas eu Yakuza? J'ai pas eu cette marque-là. Mais je sais pas leur demander de l'argent. Je portais des t-shirts gratuitement. Mais là, porte mon t-shirt Aurel pour une photo sans lui demander rien. Je portais le mec qui vendait 15 t-shirts. 15 t-shirts à 20 €. Et on n'avait pas cette démarche commerciale. Oh, je suis un passionné. Oh, je suis un loisir. Oh, je suis bénévole. Ouais. Et dans 20 ans, tu seras dans quel état? Quand à la fin du mois, t'as pas une thune pour payer ton loyer ou une paire de baskets à tes gosses ou un truc, alors que tu as offert des gants aux gamins du club. Et pour ton propre gamin, t'as pas d'argent. Ce vœu de pauvreté. Bien sûr, Il y a une différence entre donner, être bénévole et se faire avoir, tu vois. Donc je me rends compte dans le coaching personnel que waouh, je passe de la pratique à l'amélioration. Je me rends compte que les gens progressent, qu'ils me payent plus. Je me rends compte qu'il y a des gens qui ont plus de pouvoir d'achat. En entreprise, que toute la boxe, que tout ce que j'ai appris dans le quartier, dans le dur, dans les gymnases, à s'entraîner, les gymnases fermés, dans les camps, que des gens veulent ça aujourd'hui et qui sont prêts à le payer très cher. Et qu'à côté de ça, comme je suis bien payé d'un côté, je continue à travailler, de l'autre côté, prostituée, SDF, il y a plein de choses que je fais, vous n'êtes pas au courant, il y a plein de gens que je coach au téléphone gratuitement, des gens que je vois, parce que justement, ça va mieux. Et j'ai encore des dettes et encore des choses difficiles, mais je me sens considéré, valorisé. Donc en fin de carrière, je me dis il faut que j'apprenne tout ce que j'ai pas mis dans ma carrière martiale. Qu'est-ce que j'ai mis? Le physique, la souplesse, la force, la vitesse, la technique, les décalages, tout ça. Et la psyché. Et la foi, la confiance, l'acceptation, l'humilité. Tout ça, c'est où? Tu vois, ce corps, pourquoi je le renforce?
il va se dégrader, il va vieillir, il va mourir. Comment le guerrier fort tout le temps, il accepte quand avant 10 kilos j'en faisais 10, et maintenant j'en fais 8. Oh merde, si je peux plus mettre dans le physique, qu'est-ce que je vais développer? L'esprit, le pardon, la conscience, toutes les énergies internes, les arts martiaux. Et que je donne à mes élèves dès le plus jeune âge maintenant, qu'ils n'attendent pas 45 ans, 15 kilos de trop, une rupture, un divorce, des dettes, les huissiers devant ta porte, un cancer pour s'y mettre, un burn-out, la mort de tes parents ou je ne sais quoi. C'est maintenant. Comme tu apprends les écarts ou le TSI, tu peux apprendre la respiration connectée ou la connexion à quelque chose de plus grand. C'est très intéressant. Merci. Écoute, vraiment, je te remercie beaucoup, Aurélien, pour ton temps, ta disponibilité, ta gentillesse, nous avoir parlé de ta carrière. C'était très intéressant, tout ce que tu fais autour, ce que tu fais maintenant. J'espère que j'aurai des nouvelles de votre projet avec Dany. Avec plaisir, on vous tiendra au courant. Ouais. Si tu me relances, tu connais le truc, tu m'envoies un ouais. petit message, je te réponds. Hein. Je te relancerai. On en reparlera si vous le souhaitez. Avec plaisir. Et puis du coup, parmi les gens dont tu as parlé, il y a Cyril Diabaté et Guillaume Carner que je vais essayer d'interviewer prochainement. Ouais. Donc voilà, ça restez dans le coin, vous aurez peut-être droit à une interview de ce genre-là. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut la chaîne du Mouet. Merci. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir, merci.